Carte bloquée. Alors que notre fils était hospitalisé, mon mari a bloqué ma carte pour faire la fête avec sa maîtresse. 3 jours plus tard, il a demandé, ma femme s'est-elle excusée? Le rapport tremblant de sa secrétaire l'a stupéfait. Madame, je suis vraiment désolé. Il semble que cette carte de crédit ait été bloquée. La voix confuse de la responsable de la facturation résonna dans le département de comptabilité silencieux de l'hôpital. C'était juste quelques instants après que mon fils eut survécu à une opération d'urgence qui lui avait sauvé la vie. J'avais enfin relâché un soupir que j'avais l'impression de retenir depuis des heures. Mais la carte de crédit familiale que j'avais tendue d'une main tremblante s'était transformée en un morceau de plastique inutile, ne renvoyant qu'un bip d'erreur agressif lors de son passage dans le terminal. J'essayais de joindre mon mari depuis la veille au soir. Mais mes appels tombaient sans cesse sur sa messagerie. À ce moment-là, je ne connaissais pas la vérité. Je ne savais pas que pendant que je faisais face, absolument seul, à la crise entre la vie et la mort de mon fils, grelottante dans la salle d'attente stérile de l'hôpital, mon mari avait délibérément annulé ma carte. Je ne savais pas qu'il était occupé à trinquer avec des coupes de champagne dans une salle de bal privée luxueusement décorée qu'il avait louée pour sa jeune maîtresse. Et il ne savait certainement pas que 3 jours plus tard, l'empire arrogant qu'il pensait contrôler totalement volerait en éclats avec un seul document, le dépouillant d'absolument tout. L'horloge au mur affichait un peu plus de 15 heures. En écoutant la respiration régulière et rythmée de mon fils adolescent, Tyler, endormi dans son lit d'hôpital, j'expirais profondément. Le cauchemar qui avait commencé la nuit précédente commençait enfin à s'apaiser. Maman, j'ai trop mal au ventre. Rien que de me souvenir de Tyler gémissant d'agonie à minuit faisait fuir le sang de mon visage. J'avais d'abord pensé à une grave gastro-entérite, mais sa sueur anormale et sa peau pâle m'avaient dit le contraire. Je n'avais pas hésité à appeler le 911. Une rupture de l'appendice. Le diagnostic du médecin des urgences était froid et urgent. Chaque seconde comptait. Il l'avait transporté d'urgence au bloc opératoire, me laissant attendre seul sur une chaise en plastique dur dans un couloir glacial jusqu'à l'aube. En fixant la lumière rouge brillante au-dessus des portes de la salle d'opération, j'avais prié le Dieu qui m'écoutait, suppliant encore et encore pour la vie de mon fils. Pendant ces heures d'agonie, j'avais appelé mon mari, Richard, des dizaines de fois. La sonnerie résonnait simplement dans le vide. En fixant son nom sur l'écran lumineux de mon téléphone, je me frottais les mains gelées. Richard était le PDG d'une entreprise technologique de taille moyenne à Chicago. Et voyageait souvent et son absence de la maison n'avait rien de nouveau. Cependant, même avec notre mariage devenu aussi froid et distant, le fait qu'il ne lise même pas mes SMS concernant son propre fils luttant pour sa vie m'avait rempli d'un désespoir profond et étouffant. Après le succès de l'opération, Tyler fut transféré dans une chambre de convalescence standard. Je descendis au service de facturation du premier étage pour régler les formalités d'admission, le dépôt requis et les frais supplémentaires pour une chambre individuelle. Je sortis la carte de crédit familial portant le nom de Richard. En tant que maman au foyer, Richard m'avait strictement ordonné de n'utiliser que cette carte pour toutes les dépenses du ménage. Il ne m'avait jamais permis d'avoir de l'argent liquide. C'est moi qui gagne l'argent, c'est donc moi qui le gère. Tu vis de mon travail acharné, alors ne dépense pas un seul centime inutilement. C'était sa phrase préférée. Mais alors que l'employé passait la carte dans la machine, son visage s'assombrit d'une sympathie gênée. Madame, il semble que cette carte ait été bloquée. C'est impossible. Je suis loin de la limite de crédit. Non, ce n'est pas un problème de limite. Le code d'erreur indique une restriction temporaire placée manuellement par le titulaire principal du compte. Le titulaire principal du compte. Cela signifiait que Richard avait délibérément bloqué ma carte. Je sentis une sueur froide couler le long de mon échine. Pourquoi m'aurait-il coupé l'accès à l'argent à ce moment précis, alors que notre fils était hospitalisé et que l'argent était de toute urgence nécessaire? C'était bien trop malveillant pour être une simple coïncidence. Je suis tellement désolé. Laissez-moi essayer de recontacter mon mari. Mon visage brûlait d'humiliation alors que je fuyais pratiquement le comptoir de facturation. En sortant dans la cour tranquille de l'hôpital, je composai à nouveau le numéro de Richard. La voix robotique du message automatisé m'informa froidement que le téléphone était éteint ou hors de portée. Nous étions mariés depuis 20 ans. Richard avait toujours été un homme orgueilleux, mais depuis qu'il avait pris la tête de l'entreprise laissée par mon défunt père et s'était assis dans le fauteuil de PDG, son arrogance était devenue incontrôlable.
Qui penses-tu qui nourrit cette famille? C'était son mantra quotidien à la maison. Il me traitait comme une servante à demeure. Quant à Tyler, Richard ne lui offrait aucun amour paternel, seulement une pression écrasante, le traitant constamment comme un héritier défectueux de son trône d'entreprise. Malgré tout, j'avais désespérément tout enduré pour maintenir la paix. Je m'inquiétais des commérages du voisinage, mais surtout, je voulais préserver un foyer calme et stable jusqu'à ce que Tyler obtienne son diplôme de fin d'études secondaires. Abandonnant son téléphone portable, je composais la ligne directe du bureau du PDG à l'entreprise. Après 3 sonneries, Marcus Thorne, le directeur de cabinet, répondit. Marcus était l'une des rares personnes dignes de confiance restées dans l'entreprise, un homme qui avait dédié sa vie à la société depuis l'époque de mon défunt père. Bureau du PDG, Marcus à l'appareil. Marcus, cela fait un moment. C'est Eleanor. En fait, Tyler a eu une urgence médicale hier soir et a été hospitalisé. J'ai désespérément besoin de joindre Richard. Est-il là? Pour une raison quelconque, l'homme à l'autre bout du fil s'étrangla sur ces mots. Eleanor. Tyler est à l'hôpital? C'est terrible. Est-ce qu'il va bien? L'opération a réussi. Oui, il se remet. Mais je n'arrive pas à joindre mon mari. Et pour une raison inconnue, ma carte de crédit familial a été bloquée. Je suis bloqué ici. J'entendis Marcus inspirer brusquement. Monsieur Vance a bloqué votre carte? Oui. Avez-vous une idée d'où il se trouve en ce moment? Marcus s'enfonça dans un profond silence. Ce n'était pas le genre de silence qui signifiait simplement que le patron était sorti. C'était une pause lourde, étouffante, le genre qui cache une vérité dévastatrice. Eleanor, je suis tellement désolé de devoir vous dire cela. Marcus baissa la voix, vérifiant visiblement ses alentours avant de parler. Monsieur Vance n'est pas au bureau aujourd'hui. Il est parti à midi avec Chloé Brentwood du département marketing. Ils se sont rendus dans une salle de banquet du Grand Aster Hotel. Chloé Brentwood, je connaissais ce nom. C'était une cadre de marketing tape à accent grave-l'œil de 32 ans dans l'entreprise de Richard. Des rumeurs selon lesquelles elle était la favorite du PDG et bénéficiait d'un traitement de faveur étaient même parvenues à mes oreilles. Une salle de banquet? Reçoit-il des clients? Demandai-je. Marcus parut physiquement peiné en répondant. Non, c'est une fête complètement privée. J'ai entendu dire qu'il avait loué toute la salle de bal pour célébrer l'anniversaire de Chloé. Mon esprit devint complètement vide. Alors que notre fils se tordait de douleur, oscillant entre la vie et la mort sur une table d'opération, mon mari louait une salle de bal d'un hôtel de luxe pour célébrer l'anniversaire de sa jeune maîtresse. Et pour s'assurer que je ne puisse pas interférer, et avait délibérément bloqué la carte que j'utilisais pour survivre. Marcus, peux-tu m'envoyer par SMS le nom exact du lieu? Demandai-je, ma voix étant étonnamment froide et étrangement calme. Après avoir raccroché, j'ouvris le navigateur internet de mon téléphone et recherchai les comptes de médias sociaux publics de Chloé Brentwood. Tout en haut de son profil se trouvait une publication mise à jour il y a tout juste 1 heure. Le meilleur anniversaire de ma vie. Mon homme incroyable a loué toute la salle de bal du Grand Aster juste pour moi. Il a même coupé la carte de crédit de sa femme aujourd'hui, donc je sais qu'il n'aime que moi. Je vais suivre cet homme pour le reste de ma vie. Sous la légende se trouvait la photo d'une jeune femme souriante tenant une coupe de champagne en cristal, son bras enroulé étroitement autour du cou de Richard. Derrière eux, des arrangements floraux somptueux et la ligne d'horizon scintillante de Chicago remplissaient le cadre. Au moment où j'ai vu cette photo, quelque chose dans mon cœur s'est brisé complètement et irréversiblement. C'était un bruit physique dans mon esprit. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était même pas de la rage. C'était le son d'une résolution froide, impitoyable et absolue qui se mettait en place. Debout dans le vent glacial de la cour de l'hôpital, je fixais l'écran lumineux. Si c'est comme ça que tu veux jouer, je ne te montrerai aucune pitié, chuchotai-je dans le vide. J'ouvris mes contacts et commençai à chercher un numéro spécifique. C'était un numéro que je n'avais jamais utilisé en 20 ans. Un dernier atout que m'avait laissé mon défunt père, que j'avais juré de ne jamais toucher au nom de la paix familiale. Le ciel à l'extérieur de la fenêtre de la chambre d'hôpital de Tyler avait le gris nuageux et lourd d'un hiver de Chicago. En regardant le visage endormi de mon fils, toujours relié à une perfusion, je serrai mes mains glacées. Pourquoi ai-je enduré cela si longtemps?
Ma voix basse se dissipa dans le silence de la chambre d'hôpital. La réalité que mon mari avait bloqué ma carte de crédit et loué un hôtel pour sa jeune maîtresse me sautait maintenant aux yeux. En réalisant cela, je maudis violemment mon passé. J'avais passé 2 décennies à me convaincre que maintenir la paix et préserver l'illusion d'une famille était la bonne réponse. Tout cela pourquoi? J'avais 28 ans et Richard en avait 32 lorsque nous nous sommes mariés. À l'époque, Richard n'était qu'un cadre moyen, sérieux et travailleur, dans l'entreprise technologique que mon père avait bâtie à partir de rien. C'était un homme simple qui privilégiait la sincérité à l'ambition aveugle, ne se plaignant jamais de travailler tard. C'est ce qui m'avait attiré chez lui. Je ne mérite pas une femme comme votre fille, monsieur, mais je jure que je passerai ma vie entière à la rendre heureuse. Je me souviens encore très bien de Richard inclinant la tête, transpirant de nervosité lorsqu'il avait demandé ma main à mon père. À l'époque, je croyais sincèrement qu'il n'y avait aucun mensonge dans ses paroles. Les premières années de notre mariage furent incroyablement paisibles. Quand Tyler est né, nous vivions tous les 3 dans un appartement modeste. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais notre maison était toujours remplie de rire. But the gears of our life began to sleep 10 years ago. Mon père, le PDG de l'entreprise, est décédé subitement d'une crise cardiaque. Avant même que nous puissions surmonter notre chagrin, l'entreprise a fait face à une crise de succession. Mon père avait grandement apprécié le travail acharné de Richard de son vivant, et le conseil d'administration a convenu qu'il était naturel que le gendre du fondateur prenne les rênes. C'est ainsi qu'à 42 ans, Richard est devenu le PDG de la 2e génération de l'entreprise de mon père. On dit que l'argent et le pouvoir changent les gens, et Richard en était la preuve vivante. Dès qu'il s'est assis dans le fauteuil de PDG et a goûté à l'autorité absolue et à une immense richesse, il s'est transformé en un être humain complètement différent. Les méthodes de ton vieux étaient dépassées. À partir de maintenant, je vais diriger cette entreprise à ma façon. Il m'avait lancé ces mots à table à peine 6 mois après sa prise de fonction. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était juste le stress du travail qui le rendait défensif. Mais l'attitude de Richard devenait plus arrogante de jour en jour. Et a systématiquement évincé les cadres vétérans et fidèles qui avaient soutenu mon père, les remplaçant par de jeunes sycophantes dociles qui louaient chacun de ses gestes. Chloé Brentwood était clairement l'une d'entre eux. Son attitude envers moi à la maison est devenue froide comme la glace. Je me bats là-bas tous les jours, portant sur mes épaules le gagne-pain de centaines d'employés. Que fais-tu exactement de tes journées à rester à la maison? Si j'osais exprimer le moindre désaccord avec lui, Richard fronçait les sourcils et me fusillait du regard avec un mépris absolu. Il prit le contrôle total de nos finances. Un jour, il m'a forcé à transférer chaque dollar de mon compte personnel vers un nouveau compte qu'il contrôlait, me tendant en retour cette unique carte de crédit familiale. Une femme au foyer n'a pas besoin d'argent liquide. Paie les courses avec cette carte. Les alertes de transactions arrivent directement sur mon téléphone, donc si tu gaspilles mon argent, je le saurai immédiatement. C'était une vie sous surveillance constante. Si j'achetais des fruits biologiques un peu plus chers au supermarché, il ricanait et demandait « Qui penses-tu qui te permet de si bien manger ?» J'ai commencé à hésiter, même pour aller chez le coiffeur. Lentement mais sûrement, j'ai tué mes propres émotions simplement pour survivre. Mais il y avait 2 raisons bien distinctes pour lesquelles j'avais ravalé le mot divorce et enduré ces abus en silence. La première était Tyler. Depuis qu'il était tout petit, Tyler était un garçon doux et sensible. Richard le traitait durement, aboyant constamment « Tu es mon héritier, arrête de pleurnicher et obtiens de parfaites notes ». Il n'a jamais montré au garçon une once d'affection paternelle. Si je m'avais opposé à Richard en demandant le divorce, ses immenses ressources financières et son statut social signifiaient que j'aurais probablement perdu la bataille pour la garde. Je refusais absolument de laisser Tyler seul entre les griffes d'un homme aussi impitoyable. J'ai juré de servir de bouclier à mon fils jusqu'à ce qu'il termine ses études secondaires et devienne adulte. La seconde raison pour laquelle j'ai tout enduré était l'entreprise que mon père avait laissée derrière lui et les employés qui y travaillaient. Des personnes comme Marcus, le directeur de cabinet qui venait de me révéler la vérité, étaient toujours là par loyauté envers mon père. Il y avait des gens qui subissaient la direction toxique de Richard uniquement pour protéger l'héritage de mon père. Je m'étais convaincu que si je faisais un scandale et faisais tomber le PDG, cela ne ferait que nuire à ses employés fidèles. En y repensant maintenant, je réalise que j'utilisais des excuses pratiques pour fuir la réalité. Combien mon endurance avait été insignifiante et insensée.
En regardant le visage pâle de Tyler alors qu'il remuait inconfortablement dans son lit d'hôpital, des larmes ont fini par couler, chaudes et silencieuses, le long de mes joues. Quand mon fils pleurait de douleur, transpirant d'agonie au milieu de la nuit, je ne savais même pas que ma carte avait été annulée. Je ne savais pas que mon mari était enfermé dans un hôtel de luxe avec sa maîtresse. J'avais juste paniqué, impuissante. Et si cet hôpital avait une politique stricte refusant les opérations sans paiement préalable? Et si Tyler avait commencé à pleurer et à réclamer son père avant d'entrer au bloc opératoire? Qu'est-ce que je lui aurais dit? Ma croyance selon laquelle endurer les abus protégerait ma famille était une totale illusion. Tout ce que j'avais fait, c'était encourager l'arrogance de Richard, permettre à sa maîtresse de se moquer de moi et me réduire à une mère impuissante qui ne pouvait même pas garantir la sécurité de son fils en cas de crise. J'y mets fin. En enveloppant les mains froides de Tyler dans les miennes, je prononçai ces mots clairement dans la pièce vide. Je ne laisserai plus cet homme contrôler ma vie ou celle de mon fils une seconde de plus. Il ne restait plus une seule goutte de tristesse en moi. Au lieu de cela, une détermination froide, acérée comme un rasoir et absolue s'enflamma au plus profond de ma poitrine. Il y a 20 ans, juste avant que j'épouse Richard, mon père m'avait remis une lourde enveloppe Kraft. Eleanor, Richard est un bon jeune homme, mais la richesse et le pouvoir absolu peuvent changer les gens. Garde ceci en sécurité afin de pouvoir te protéger si le pire devait arriver. Et ne dis absolument rien à Richard à ce sujet. Je comprenais le poids douloureux des paroles de mon père. J'avais gardé cette enveloppe cachée dans le double fond du bureau en acajou antique de mon père à la maison, priant pour que le jour où je devrais l'ouvrir n'arrive jamais. J'avais désespérément voulu croire que nous pourrions rester une famille unie. Mais il n'y avait plus de raison d'hésiter. Je pris une profonde inspiration et regardai le numéro de téléphone que j'avais extrait de mes contacts. C'était Harrison Caldwell, l'avocat d'affaires chevronné à qui mon père faisait confiance aveuglément. Juste à ce moment-là, mon smartphone vibra brièvement dans ma main. C'était un SMS de suivi de Marcus. Il contenait une vérité encore plus horrible qu'il n'avait pas osé dire à haute voix au téléphone. Au moment où je lus le reste du message, je sentis ma tension artérielle monter violemment. Il ne s'agissait pas seulement d'utiliser les fonds de l'entreprise pour sa maîtresse. Richard s'apprêtait à brader l'avenir de son propre fils juste pour faire plaisir à cette femme. Je ne te le pardonnerai jamais. Dans la pénombre de la chambre d'hôpital, je serrai mon téléphone si fort que mes articulations devinrent blanches. Ma contre-attaque allait commencer ici et maintenant. Liquider le plan d'épargne d'études 529 de Tyler. Je suivais du doigt les mots sur l'écran, encore et encore. À chaque lecture, une lame froide s'enfonçait plus profondément dans mon cœur. Ce fonds universitaire était une chose que Richard et moi avions mise en place ensemble le jour de la naissance de Tyler, en lui tenant ses minuscules mains à la maternité. Nous allons donner à ce gamin une vie bien meilleure que la nôtre, Eleanor. Assurons-nous d'être prêts à le soutenir, peu importe ce qu'il veut faire. Le Richard de l'époque avait vraiment le visage doux d'un père aimant. Mais l'argent que j'avais minutieusement économisé en réduisant le budget des courses au fil des ans avait été entièrement saisi par Richard lorsqu'il avait exigé le contrôle total de nos finances. Le fait qu'il essaie maintenant de liquider cet argent sacré destiné à l'éducation de notre fils pour financer le style de vie somptueux de sa maîtresse balaya le moindre résidu d'affection que j'avais encore pour mon mari. En y repensant, le comportement de Richard ces dernières années avait été parsemé de signaux d'alarme flagrants. C'est mon argent. Je le dépense comme je veux. C'était devenu sa phrase fétiche. Quand Tyler était au collège, il avait un jour rapporté une note de mathématiques, nous montrant fièrement qu'il avait obtenu le 3e meilleur résultat de sa classe. Richard avait à peine levé les yeux de son iPad, sa voix glaciale murmurant « Être 3e ne veut rien dire si tu n'es pas au sommet. Quand j'avais ton âge, j'étais toujours le premier. Tu as mon sang dans les veines, alors pourquoi es-tu si stupide? Tu ne vaux même pas l'investissement. » Je n'oublierai jamais la façon dont les petites épaules de Tyler avaient tremblé alors qu'il cachait discrètement sa copie d'examen derrière son dos, les yeux fixés sur le sol. Pour Richard, notre fils n'était rien de plus qu'une propriété, ou peut-être un subordonné défectueux. Ces derniers mois, le comportement de Richard avait dégénéré de manière incontrôlable. Il passait presque tous ses week-ends hors de la maison, affirmant qu'il avait des tournois de golf obligatoires pour les cadres ou des événements de réseautage hors de l'État. À chaque retour, ses costumes sur mesure onéreux puaient un parfum bon marché et écœurant que je ne porterais jamais. Quand j'avais timidement évoqué cette odeur un soir,
je me souvenais encore du regard glacial qu'il m'avait jeté. Une femme au foyer ignorante comme toi ne comprendrait jamais, mais un PDG doit divertir les clients dans les clubs huppés du centre-ville. Cela fait partie du travail. Ne me fatigue pas avec ta jalousie pathétique. Il m'avait regardé comme si j'étais un insecte. Depuis lors, il avait mis des codes d'accès complexes sur son téléphone et avait commencé à l'emporter partout, même dans la salle de bain et sous la douche. Alors que j'étais assise dans la chambre d'hôpital silencieuse à me remémorer ses humiliations, mon téléphone vibra à nouveau. Le nom sur l'écran affichait Béatrice Vance. Béatrice était la mère de Richard. C'était une femme profondément orgueilleuse qui accordait de l'importance au statut social et à l'image publique de son fils aîné par-dessus tout. Bonjour, Eleanor. J'ai entendu dire que Tyler est à l'hôpital. Est-ce vrai? Sa voix ne transmettait pas une seule once de chaleur ou d'inquiétude de grand-mère. Elle avait l'air totalement contrariée, comme si un désagrément était survenu. Oui, il a été transporté d'urgence aux urgences hier soir dans une agonie absolue. Il a dû subir une opération d'urgence pour une rupture de l'appendice. Oh, s'il te plaît, arrête d'exagérer. C'est un garçon en pleine croissance. Il avait probablement juste mal au ventre. Appelez une ambulance. As-tu une idée de la mauvaise image que cela donne à notre famille si les voisins commencent à bavarder? Je n'exagère pas, Béatrice. C'était une situation critique. Il est toujours sous perfusion. Quand j'ai élevé légèrement la voix, ma belle-mère a ricané bruyamment à l'autre bout du fil. C'est ce qui arrive parce que tu fais un travail terrible pour gérer son alimentation. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu n'as pas dérangé Richard avec des dizaines d'appels. Il porte toute l'entreprise sur ses épaules en ce moment. C'est un moment crucial pour lui. Pas plus tard qu'hier soir, il m'a fait livrer une boîte de chocolats artisanaux importés. Il a dit que l'une de ses brillantes cadres féminines les avait choisis pour moi. Elle semble être une jeune femme vraiment attentive et distinguée, contrairement à toi. La femme d'un vrai PDG sait comment gérer les problèmes domestiques par elle-même sans se mettre en travers du chemin de son mari. Une brillante cadre féminine. Un frisson glacial me parcourut l'échine. Béatrice était-elle au courant pour Chloé Brentwood? Même si elle ne s'était jamais rencontrée en personne, il était très probable que Richard utilise Chloé pour marquer des points auprès de sa mère, la présentant comme son bras droit idéal. Béatrice avait toujours éprouvé du ressentiment face au fait que Richard se soit marié dans ma famille aisée et ait obtenu sa position grâce à mon père. Une fois mon père décédé et Richard devenu PDG, l'attitude de Béatrice envers moi était passée instantanément d'une fausse douceur à une hostilité ouverte. Béatrice, Tyler est aussi le fils de Richard. Plus important encore, ma carte de crédit familial a été soudainement bloquée, et je ne peux même pas payer les frais d'admission ou de chambre de son hôpital. Je suis complètement coincé. Même lorsque je lui présentais les faits, le ton de Béatrice ne s'adoucit pas. Eh bien, bien sûr qu'elle est bloquée. Tu gaspilles constamment l'argent durement gagné de Richard. Je suis sûr qu'il a enfin perdu patience avec toi. Même si c'était autrefois l'entreprise de ton père, le talent brillant de Richard est la seule raison pour laquelle elle est encore debout aujourd'hui. Apprends à rester à ta place, Eleanor. Si tu as tellement besoin d'argent pour l'hôpital, pourquoi ne te débrouilles-tu pas avec les quelques miettes que ta famille t'a laissées? L'appel se coupa brusquement, me laissant avec une tonalité agressive dans l'oreille. Les quelques miettes que ma famille m'avait laissées. Béatrice ne savait pas que Richard avait saisi de force jusqu'aux petites économies personnelles que mon père m'avait laissées, prétendant que les couples mariés devaient consolider toute leur richesse. Je verrouillai doucement mon téléphone et regardai à nouveau le visage endormi de Tyler. Maman va rentrer à la maison un petit moment, mon chéri. Je reviens tout de suite, chuchotai-je à mon fils endormi avant de demander aux infirmières une autorisation de sortie temporaire. J'avais désespérément besoin de retourner dans notre maison à Winnetka pour préparer un sac de voyage avec des vêtements de rechange, des articles de toilette et le nécessaire pour passer la nuit à l'hôpital. Prenant un taxi depuis l'hôpital, j'arrivai dans notre immense propriété située dans la banlieue calme et aisée. En ouvrant la lourde porte d'entrée en chêne, l'air glacial de la gigantesque maison me frôla les joues. Cette maison était bien trop grande pour 3 personnes, et quelque part en cours de route, elle avait perdu toute sa chaleur, se transformant en rien de plus qu'une boîte froide et vide où nous revenions uniquement pour dormir. Après avoir rangé les affaires de Tyler dans un sac de voyage dans sa chambre, je m'arrêtai dans le couloir. Mes yeux se fixèrent sur la porte tout au bout du couloir, le bureau de Richard à la maison.
Tyler et moi avions la stricte interdiction de poser le pied dans cette pièce. Richard affirmait toujours qu'elle abritait des secrets d'entreprise hautement confidentiels. La lourde porte était habituellement sécurisée par un verrou dormant. Mais aujourd'hui, comme attiré par un aimant invisible, je me tins devant elle et posai ma main sur la poignée de cuivre froide. Clic. La porte se déverrouilla et s'ouvrit. Dans sa hâte de se rendre à la fête d'anniversaire de sa maîtresse, Richard avait commis une erreur fatale et arrogante. Il avait oublié de la verrouiller. La pièce était sombre et sentait légèrement la poussière. Les immenses étagères en acajou qui bordaient les murs étaient remplies de manuels d'économie complexes et de biographies d'affaires qui n'avaient manifestement jamais été ouverts, de simples décorations pour le faire passer pour un grand intellectuel. Sans hésiter, je marchai droit vers son lourd bureau de direction. Si ce que Marcus disait au sujet du fonds universitaire était vrai, les documents devaient se trouver ici. Je pris une profonde inspiration et tirai le premier tiroir, des fournitures de bureau et des cartes de visite. Le deuxième tiroir contenait des dossiers généraux de l'entreprise. Puis je regardai le tiroir du bas, plus profond. Il était toujours verrouillé par une serrure intégrée. Mais aujourd'hui était différent. Une petite clé argentée avait été laissée négligemment dans la serrure. D'une main tremblante, je tirai lentement sur le lourd tiroir. À l'intérieur, un épais agenda en cuir noir avait été jeté négligemment sur le dessus. Je le pris et l'ouvris. Glissés entre les pages se trouvaient plusieurs documents. Le premier était bien le formulaire de demande de liquidation du plan d'épargne d'études 529 de Tyler. La signature de Richard et le sceau officiel du notaire y figuraient déjà. Le deuxième document portait le logo familier du courtier immobilier de notre entreprise. C'était un contrat de bail pour un appartement de grand luxe dans le quartier exclusif de River North à Chicago. Le garant payant le bail était Sterling Tech Solutions, mais le nom imprimé sous la section du résident principal me fit douter de mes propres yeux, Chloé Brentwood. Il utilisait les fonds de l'entreprise pour louer un appartement de luxe à sa maîtresse sous le couvert d'une dépense professionnelle. Était-il en train de liquider le fonds universitaire de son propre fils pour acheter des meubles italiens haut de gamme pour leur nid d'amour? Mais c'était le troisième élément, un vieux livret de relevé bancaire usé caché tout au fond du tiroir, qui fit refluer complètement le sang dans mes veines. Le nom imprimé sur le devant du livret était Eleanor Sterling, mon nom de jeune fille. Pourtant, je n'avais absolument aucun souvenir d'avoir ouvert un compte dans cette banque spécifique. Depuis que j'étais devenue mère au foyer, mon seul accès à l'argent était cette unique carte de crédit familiale. Les mains tremblantes, j'ouvris le livret. Ligne après ligne, des transactions incroyables me fixaient. Des centaines de milliers de dollars y étaient régulièrement déposés pour être immédiatement retirés. La source de ces dépôts massifs? Le fonds fiduciaire irrévocable que mon père m'avait laissé exclusivement à mon nom lorsqu'il était mort. Richard avait prétendu que mes connaissances financières étaient trop faibles, me piégeant pour obtenir ma signature et mes documents d'héritage originaux en bénéficiant d'un compte géré ensemble. En réalité, il avait secrètement créé un nouveau compte à mon nom, y avait vidé l'héritage durement gagné de mon père, et en siphonné l'argent, et dans la section des motifs de transaction à côté des retraits massifs, un nom était clairement imprimé, CHLOE Brentwood. Ma vision devint littéralement rouge de colère. Richard traitait le sang, la sueur et les larmes que mon père avait versées dans le travail de sa vie comme une source inépuisable d'argent pour divertir sa jeune maîtresse. Une fureur froide, écrasante et absolue prit le contrôle total de mon corps, balayant tout reste de tristesse. Je sortis mon smartphone et coupai le son de l'appareil photo. Je pris des photos nettes et parfaitement cadrées de chaque page des relevés bancaires, de la demande de liquidation du fonds universitaire et du contrat de bail de l'appartement. Je m'assurai que chaque lettre et chaque chiffre soient parfaitement lisibles. Pas une seule larme ne coula. Mes mains ne tremblaient plus. Ce qui me guidait désormais n'était pas le désespoir d'une femme trahie, mais la rage sourde et immense d'un être humain dont l'héritage du père et l'avenir du fils avaient été piétinés avec des bottes boueuses. Après avoir rassemblé toutes les preuves, j'ouvris à nouveau mon téléphone et fis défiler les publications de Chloé Brentwood sur les réseaux sociaux. Je n'avais regardé que sa publication d'anniversaire plus tôt, mais en remontant de plusieurs mois, je découvris un cimetière numérique de vanité odieuse et de moqueries obsessionnelles dirigées contre moi, l'épouse légitime. La femme du PDG porte encore des fripes bon marché à la caisse du supermarché aujourd'hui. MDR. Il m'a dit qu'il ne supporte même plus de regarder cette femme négligée et misérable. C'est moi sa vraie femme. Déjeuner sushi dans le Lop aujourd'hui. Il dit qu'il refuse de toucher cette vieille bique périmée même avec un bâton de 3 mètres.
Elle ne fait que parasiter son argent. Emménagement prochain dans notre nouvel appartement payé par l'entreprise. Il a un fils inutile qui est un parasite, mais il m'a promis de le jeter dehors dès qu'il aura son diplôme. J'ai hâte de former une vraie famille. Rien que tous les deux. Parasite inutile. Au moment où je lus ces mots, le tout dernier fragment microscopique de chaleur que je gardais pour Richard se brisa en poussière. Qu'elle se moque de moi était une chose. Qu'elle me regarde de haut comme une femme au foyer ignorante, passe encore. Mais Richard et cette femme traitaient Tyler, qui luttait actuellement contre une douleur atroce, seul dans un lit d'hôpital froid, comme la risée de tous. Richard, qui était censé être un père, promettait à sa maîtresse de jeter son propre fils à la rue. Je ne vous laisserai jamais vous en sortir comme ça. Jamais. Ma voix était d'un calme terrifiant dans le bureau vide et sombre. Soudain, mon téléphone vibra dans ma main. L'écran affichait le nom de mon mari. Je pris une profonde inspiration, éliminai toute émotion de mon visage et décrochai. Allô, où diable es-tu? La voix tonitruante et furieuse de Richard agressa immédiatement mon oreille. J'ai entendu dire que tu as appelé Marcus au bureau et que tu as fait un scandale. Ne t'ai-je pas dit 1 million de fois de ne pas déranger le bureau avec tes pitoyables problèmes domestiques quand je reçois des clients cruciaux? Il mentait sur le fait de recevoir des clients sans la moindre hésitation, la voix dégoulinante d'arrogance et dépourvue de toute culpabilité. Sans changer de ton, je répondis calmement, ce n'était pas un pitoyable problème domestique. Tyler a été transporté d'urgence aux urgences hier soir pour une rupture de l'appendice. Il a subi une opération d'urgence et est toujours hospitalisé. Il aurait pu mourir. Je t'ai appelé des dizaines de fois, mais tu n'as jamais répondu. Richard s'étrangla sur ces mots pendant une fraction de seconde, mais j'entendis immédiatement un claquement de langue agacé. Bon, et alors, est-ce qu'il est mort? Il va bien maintenant, non? Arrête d'exagérer. Tu l'as toujours couvé. Dis-lui de se comporter en homme et de supporter la douleur. Je suis à un tournant crucial pour l'avenir de l'entreprise en ce moment. Ne viens pas interférer avec mes affaires pour un mal de ventre de gosse. La carte de crédit familial est bloquée. Je ne peux pas payer les frais d'hôpital, déclarai-je froidement. Richard laissa échapper un rire cruel et moqueur. Bien sûr qu'elle est bloquée. J'ai remarqué que tu dépensais trop d'argent ces derniers temps, alors je t'ai coupé les vivres pour te donner une leçon. Si tu n'as pas d'argent, va vendre les vieux bijoux vintage de ta défunte mère pour payer la facture. Écoute-moi bien. Je prends l'avion pour un voyage d'affaires demain. Débrouille-toi toi-même pour la sortie de l'hôpital. Compris? Compris, répondis-je brièvement. Réfléchis à ton comportement, cracha Richard avant de raccrocher brutalement. Sa maîtresse était plus importante que la vie de son fils. C'était la réponse finale que l'homme avec qui j'avais passé 20 ans venait de me donner. Je fixai l'écran noir de mon téléphone. Richard faisait un calcul erroné et fatal. Il était sincèrement convaincu que j'étais une femme impuissante, ruinée financièrement, qui n'avait d'autre choix que de ramper et de s'accrocher à lui. Il pensait être le maître absolu de notre univers. Je remis le tiroir exactement au millimètre près dans l'état où je l'avais trouvé. L'angle de la clé, l'ordre des documents, la position de l'agenda, tout était impeccable pour que Richard ne se doute de rien. Je pris le sac de voyage contenant les vêtements de Tyler et sortis du bureau. Mais je ne me dirigeais pas vers la porte d'entrée. Au lieu de cela, je marchais vers le fond de la propriété, dans l'ancien bureau privé de mon défunt père, une pièce que nous avions conservée exactement telle qu'il l'avait laissée. Je m'approchai de son grand bureau en acajou antique. Papa, je suis tellement désolé. J'étais tellement obsédé par l'idée de préserver l'illusion d'une famille que j'ai complètement oublié ce que je devais réellement protéger, murmurai-je dans mon cœur. Je passai la main sous le bureau et pressai un loquet caché que mon père m'avait montré il y a des décennies. Un petit tiroir secret s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait la lourde enveloppe Kraft qu'il m'avait remise juste avant mon mariage. Eleanor, garde ceci en sécurité afin de pouvoir te protéger si le pire devait arriver. Sa voix résonna distinctement dans mon esprit. Les mains tremblantes, j'ai brisé le seau de cire de l'enveloppe et en sorti une liasse de documents juridiques. Au moment où mes yeux parcoururent les termes juridiques clairs de la toute première page, j'en oubliai de respirer. Écrit en termes juridiques incontestables se trouvait la véritable identité de l'entité suprême qui contrôlait l'entreprise sur laquelle Richard régnait. Mon mari n'en avait aucune idée.
Il pensait avoir conquis le monde par son propre génie au cours des 20 dernières années. Il ne se rendait pas compte qu'il dansait dans la paume de la main de mon défunt père depuis le début. En enfouissant les documents de mon père tout au fond du sac de voyage, je me dépêchais de retourner à l'hôpital. En poussant la porte de la chambre, l'odeur piquante de l'antiseptique et le bip rythmé et stérile du moniteur cardiaque m'accueillirent. Tyler, maintenant réveillé de l'anesthésie, m'appela d'une voix fragile. « Maman. »« Tyler, ça va? Tu as mal quelque part? Tu as soif ?» Je me précipitai à son chevet. Tyler hocha faiblement la tête, l'air légèrement soulagé, mais presque immédiatement son visage pâle se tourna vers la porte, ses yeux cherchant quelqu'un. « Est-ce que papa vient ?» Ces mots me déchirèrent violemment le cœur. Malgré la douleur atroce d'un organe rompu et la terreur d'être transporté dans un bloc opératoire glacial, ce garçon cherchait son père. Peu importe à quel point Richard était froid et abusif, pour Tyler, il restait son unique papa. Papa est au milieu d'une affaire très importante pour l'entreprise en ce moment. Mais quand je lui ai dit que ton opération avait réussi, il a été tellement soulagé. Je prononçai un mensonge qui me donna envie de vomir physiquement. Si je lui avais dit la vérité, à savoir que pendant qu'il souffrait, son père louait une salle de bal d'hôtel pour sa maîtresse, cela aurait brisé le cœur de ce garçon de façon permanente. Ah, si c'est pour le travail, alors on n'y peut rien. Tyler baissa tristement les yeux, serrant fort la couverture. Il avait l'air si désespérément pitoyable que je dus me mordre l'intérieur de la joue pour m'empêcher de pleurer en lui caressant doucement les cheveux. 3 jours passèrent. La convalescence de Tyler se déroula sans problème. Mais pendant ces 3 jours, Richard ne montra pas une seule fois son visage à l'hôpital. Pas une visite, pas un appel, pas même un seul SMS. Pendant ce temps, je réussis à couvrir les dépenses d'hospitalisation immédiate et les besoins quotidiens en utilisant la petite somme d'argent d'urgence que j'avais cachée, ainsi qu'un prêt personnel que j'avais demandé à un vieil ami de confiance. L'après-midi du 3e jour, alors que Tyler pouvait enfin manger des aliments solides, mon téléphone vibra pendant que je me reposais à la cafétéria de l'hôpital. L'identité de l'appelant affichait le nom de Richard. Je pris une profonde inspiration, refoulant mes émotions dans la fosse la plus profonde et la plus sombre de mon cœur, et décroché. « Allô, alors, as-tu enfin retrouvé tes esprits ?» La voix à l'autre bout n'était pas celle d'un père inquiet pour son fils. C'était la voix d'un dictateur tyrannique, convaincu d'avoir soumis son sujet par la force. Richard avait délibérément coupé le contact pendant 3 jours, attendant que je touche le fond financièrement pour que je revienne en rampant et en larmes. « Retrouver mes esprits ? Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Demandai-je calmement. Richard ricana bruyamment. « Tu essaies encore de faire la dure ? J'ai bloqué ta carte. Il n'y a aucun moyen pour qu'une femme au foyer inutile comme toi puisse payer des milliers de dollars de frais d'hôpital et de chambre individuelle. Je parie que tu t'es humilié au comptoir de facturation, réalisant enfin à quel point tu dépends de ma grâce. Je rentre de mon voyage d'affaires aujourd'hui. Ma femme est-elle prête à s'excuser ? Il était parti en vacances somptueuses avec sa maîtresse tout en terrorisant financièrement sa femme juste pour nourrir son propre complexe de supériorité. Son égoïsme sans limite me donnait le tournis. Si cela s'était produit 3 jours plus tôt, j'aurais crié et pleuré au téléphone, « Comment peux-tu être si cruel ? Tu ne te soucies pas de ton propre fils ?» Mais aujourd'hui, il ne restait plus aucune trace de cette femme en moi. « S'excuser » exigea Richard. « Oui, tu dois t'excuser. Ton attitude envers moi ces derniers temps est complètement inacceptable. Qui penses-tu qui suçant et au chaque jour pour te loger ? Si tu te mets à genoux pour demander pardon à mon retour, je débloquerai peut-être la carte. Oh, et pour compenser le stress que tu m'as causé en interférant avec mon travail, je vais vendre la Mustang vintage que ton vieux a laissée dans le garage. » Chaque mot sortant de la bouche de Richard transpirait un mépris profond pour moi et ma famille. Il allait vendre la voiture de collection que mon père chérissait simplement pour donner plus d'argent à sa maîtresse. Je dépassais le stade de la colère et commençais sincèrement à trouver cet homme ridicule. Il n'avait absolument aucune idée que le sol sous ses pieds avait déjà commencé à s'effondrer. Je comprends. Je suis tellement désolé. C'était ma faute, dis-je d'une voix tremblante forcée, jouant le rôle de la femme brisée et vaincue. Tu aurais dû comprendre ta place et te soumettre dès le début. Les femmes doivent juste se taire et écouter leur mari. Quand l'hôpital le laissera sortir, prends un taxi pour rentrer et prépare mon dîner. Je ne viens pas vous chercher.
Sur ce, il me raccrocha au nez. La tonalité robotique résonna dans mon oreille. J'éloignai le téléphone et fixai l'écran. Richard était absolument convaincu d'avoir gagné. Il était ivre de la douce illusion de m'avoir totalement dominé par sa violence financière. Parfait, murmurai-je pour moi-même. Je vais le laisser nager dans son illusion encore un peu. Plus il pense être haut, plus l'impact sera violent quand il s'écrasera sur le béton. Juste après que j'eus raccroché, un autre appel arriva. C'était Béatrice, ma belle-mère. Richard avait dû l'appeler immédiatement pour se vanter de m'avoir remise à ma place. Éléanore, je viens d'avoir Richard. As-tu vraiment zéro conscience de ce qu'est le rôle de l'épouse d'un PDG? Tu gaspilles de l'argent constamment et ensuite tu as l'audace de te rebeller contre lui. Je suis vraiment désolé, Béatrice. Depuis la mort de ton père, cette entreprise n'a survécu que grâce au génie pur et au travail acharné de Richard. Arrête de te comporter comme la princesse héritière du fondateur et apprends à te soumettre à ton mari. Faire toute une scène et gâcher le travail de Richard simplement parce que ton fils a eu un petit mal de ventre. Tu es un échec en tant que mère. Ces mots étaient conçus pour détruire impitoyablement ma dignité. Dans le passé, son venin m'aurait brisé, me laissant sangloter dans mon lit, persuadé que j'étais une épouse sans valeur. Mais aujourd'hui, je ne faiblis pas. Je savais exactement ce qu'ils faisaient. Leur discours sur le devoir d'épouse et le statut social n'étaient que des chaînes destinées à me garder en esclavage. Oui, Béatrice, je comprends parfaitement ma place à présent. Quand je répondis d'une voix d'un calme absolu, Béatrice parut légèrement déstabilisée, mais elle se reprit rapidement. Tant que tu comprends, cracha-t-elle avant de raccrocher. En regardant par la fenêtre de la cafétéria, le vent glacial de Chicago fouettait les arbres dénudés. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids lourd des documents juridiques cachés au fond de mon sac. Le véritable héritage de mon père, mon pouvoir absolu sur l'entreprise, et les preuves numériques des détournements de fonds de Richard. Le décor de ma contre-attaque était presque en place. J'ouvris mes contacts et appuyai sur un numéro. Après quelques sonneries, la personne répondit « Allô, Marcus. Je suis vraiment désolé de vous déranger pendant votre jour de congé. » C'était Marcus Thorne, le directeur de cabinet qui devait sa carrière à mon défunt père. « Éléanore, comment va Tyler? » Il se remet magnifiquement. « Merci, Marcus. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour m'avoir dit la vérité il y a 3 jours. » Je parlais doucement et Marcus s'étrangla à l'autre bout, sa voix descendant dans un murmure bas et déterminé. « Éléanore, en fait, en plus de ce que je vous ai dit l'autre jour, j'ai découvert plusieurs mouvements financiers très suspects orchestrés par Monsieur Vance et Chloé Brentwood. Je ne peux pas mener ce combat seul. J'avais désespérément besoin de vous consulter. » Quelle coïncidence, Marcus. J'ai trouvé des choses très intéressantes dans le bureau fermé de Richard à la maison. C'est vrai? Marcus, pouvez-vous me retrouver demain après-midi au restaurant près de l'hôpital? Il y a des choses que je devais me montrer, et il y a quelqu'un que je dois vous présenter. Après une brève pause, Marcus répondit avec une féroce détermination, « J'y serai. » Mon mari n'en avait aucune idée. Alors qu'il se moquait de moi au téléphone, absolument certain d'avoir brisé mon esprit, son cadre le plus fiable et sa femme prétendument impuissante étaient en train de poser les charges explosives aux fondations de son château de sable. Éléanore, je suis tellement désolé. Dans l'arrière-salle d'un restaurant calme et désuet à quelques pâtés de maison de l'hôpital, Marcus Thorne inclina profondément la tête. Ce cadre de 45 ans avait consacré sa vie à Sterling Tech Solutions depuis l'époque de mon père. C'était un homme profondément sincère et honnête. Marcus, s'il vous plaît, relevez la tête. Vous n'avez absolument pas à vous excuser. Quand je parlais doucement, Marcus leva les yeux avec une expression d'agonie pure. De profondes cernes sombres marquaient ses yeux. Je pus immédiatement deviner à quel point il avait enduré de tortures psychologiques pendant des années, essayant désespérément de gérer le comportement tyrannique de Richard. Éléanore. Au cours des derniers mois, les actions du PDG ont franchi toutes les limites légales et morales. Il utilise les fonds de l'entreprise. Je suis certain que cet argent disparaît directement dans les poches de Chloé et finance leur style de vie somptueux. Chaque fois que moi ou les membres vétérans du conseil essayons de poser des questions, ils se contentent de hurler, « C'est moi qui gagne l'argent. Si vous avez un problème, démissionnez. » La voix de Marcus tremblait d'une rage contenue.
L'entreprise que mon père avait développée de ses propres mains. Les bénéfices générés par le sang et la sueur des employés travaillant pour nourrir leur famille étaient siphonnés comme de l'eau simplement pour nourrir la vanité d'une jeune maîtresse. Je serrai mes mains froides sur mes genoux. Marcus, j'ai quelque chose que je dois vous montrer également. Je sortis une enveloppe Kraft de mon sac. Elle contenait les photos que j'avais prises dans le bureau de Richard, imprimées en haute résolution dans une pharmacie locale. Qu'est-ce que c'est? Au moment où Marcus regarda les photos, il s'arrêta de respirer. Les formulaires de liquidation pour le plan 529 de Tyler, le contrat de bail d'entreprise pour le Penthouse de luxe de River North, et les copies des relevés bancaires secrets créés à mon nom. Richard a volé l'héritage privé que mon père m'a laissé. Il l'a discrètement transféré sur un compte dont j'ignorais l'existence et l'a transféré directement à Chloé Brentwood chaque mois. Et maintenant, il liquide le fonds universitaire de Tyler pour payer leur style de vie dans leur nouveau Penthouse. Quand j'exposai les faits froids, les lèvres de Marcus tremblèrent violemment. Il cacha son visage dans ses mains. Impardonnable. Arthur Sterling vous aimait, vous et son petit-fils, plus que la vie elle-même. Piétinez cela. Richard a-t-il complètement perdu son humanité? Voir le doux Marcus exploser d'une telle rage vertueuse me réchauffa la poitrine. Je n'étais pas seul. Les liens que mon père avait forgés étaient toujours vivants dans ce monde. Cette seule réalisation alluma un petit feu dans mon cœur gelé. Juste à ce moment-là, la clochette au-dessus de la porte du restaurant tinta doucement. Un homme plus âgé, vêtu d'un costume anthracite parfaitement ajusté, entra. Il avait des cheveux argentés coiffés en arrière et portait des lunettes intellectuelles à monture d'argent. Veuillez m'excuser pour le retard, Eleanor, Marcus. Cela fait longtemps. Sa voix grave et apaisante fit sursauter Marcus de son siège comme s'il avait été frappé par la foudre. Monsieur Caldwell, que faites-vous ici? Harrison Caldwell, 65 ans, l'avocat d'affaires chevronné qui avait été le conseiller le plus fiable de mon père. Dès que Richard était devenu PDG, il avait trouvé l'éthique stricte d'Harrison agaçante et avait brusquement mis fin à son contrat. Pour moi, cependant, Harrison était comme un oncle. Cela fait trop longtemps, Harrison. Merci infiniment d'être venu si vite. Quand Eleanor appelle, je lâche tout et j'accours. J'ai fait une promesse à ton père après tout. Harrison sourit chaleureusement et s'installa sur la banquette en face de nous. Après avoir trouvé les documents de mon père dans le tiroir caché, j'avais immédiatement appelé Harrison. Harrison mit ses lunettes et commença à examiner lentement les photos imprimées étalées sur la table. Son expression chaleureuse d'oncle s'effaça, remplacé par le regard acéré et glacial d'un procureur chevronné. Je vois. J'avais d'abord entendu des rumeurs, mais je n'avais pas idée qu'il était d'une bêtise aussi téméraire. Harrison tapota du doigt la photo des relevés bancaires secrets. Ouvrir un compte à votre nom sans votre consentement explicite et juridiquement valable, et vider votre héritage privé est un cas d'école de fraude électronique, d'usurpation d'identité et de vol qualifié. Même dans le cadre d'un mariage, voler l'héritage personnel et séparé d'un conjoint est un crime grave. Ensuite, Harrison aligna le bail du Penthouse et les factures de conseil vagues que Marcus avait apportées. Et pour Marcus, utiliser les fonds de l'entreprise pour enrichir une maîtresse par le biais de sociétés écrans est un détournement de fonds d'entreprise et un manquement flagrant à l'obligation fiduciaire. Il utilise sa position de PDG pour frauder intentionnellement la société. Fraude, détournement de fonds, vol qualifié, manquement à l'obligation fiduciaire. Les termes juridiques lourds et étouffants s'accumulaient sur la petite table du restaurant. Tout ce que Richard avait revendiqué avec arrogance comme étant son droit, c'est mon argent, mon entreprise, constituait en réalité une chaîne de délits majeurs. Eleanor, que veux-tu faire? Harrison me regarda droit dans les yeux. Nous en avons assez pour détruire légalement Richard et l'envoyer dans une prison fédérale. Mais faire cela signifie faire du père de ton fils un criminel condamné. Es-tu prête à cela? Le père de mon fils. Pendant une fraction de seconde, l'image de Tyler cherchant Richard dans son lit d'hôpital traversa mon esprit. Si Richard était arrêté, cela laisserait une cicatrice permanente sur la vie de Tyler. Mais comme pour couper court à cette hésitation, le souvenir de la publication Instagram de Chloé Brentwood me brûla le cerveau, qualifiant Tyler de parasite inutile. Se moquer de lui. Je suis prête, dis-je en croisant le regard d'Harrison sans ciller. J'expliquerai la vérité à Tyler moi-même, et je passerai le reste de ma vie à le protéger.
Mais je ne laisserai absolument plus cet homme cannibaliser l'entreprise de mon père et détruire la vie de nos employés. Je veux tout lui reprendre. En entendant mes mots, Harrison fit un signe de tête ferme. Marcus s'inclina profondément. Eleanor, je me battrai à vos côtés jusqu'au bout. C'est le moins que je puisse faire pour honorer la mémoire d'Arthur. Bien dit. Tu es vraiment la fille d'Arthur Sterling. Harrison sourit avec une profonde satisfaction. Il ouvrit sa mallette en cuir noir et en sortit un épais classeur juridique. En réalité, Eleanor, nous n'aurons peut-être même pas besoin de faire intervenir le FBI ou les tribunaux pour anéantir complètement Richard. Harrison posa un document ancien et lourdement filigrané sur la table. C'était le registre des actionnaires. Richard croit sincèrement qu'il a un contrôle absolu sur cette entreprise en tant que PDG, mais il opère sous un malentendu juridique catastrophique. Alors que je le regardais avec confusion, Harrison expliqua calmement. Avant de s'éteindre, mon père avait grandement estimé l'éthique de travail de Richard, mais il redoutait secrètement l'arrogance et la cruauté tapie sous la surface. Il avait donc mis en place un pare-feu juridique impénétrable pour s'assurer que Richard ne puisse jamais réellement voler l'entreprise. Selon Harrison, mon père avait rédigé un testament principal et une fiducie irrévocable qui transférait toutes ses actions avec droit de vote directement à moi. Quand Richard était devenu PDG, il avait supposé qu'il absorbait automatiquement la majorité des actions. Harrison avait utilisé des manœuvres juridiques complexes pour empêcher Richard de les acquérir réellement. Richard a présumé avec arrogance qu'en tant que mari, il contrôlait tes actifs. Il a falsifié ta signature de procuration lors des assemblées d'actionnaires pendant une décennie, se pavanant comme le propriétaire majoritaire. Mais la réalité juridique est tout autre. Eleanor, tu détiens 60% des actions avec droit de vote. Tu es l'actionnaire majoritaire absolu. J'arrêtai de respirer. Cela signifie que d'un seul mot, tu peux convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et licencier immédiatement Richard Vance de ses fonctions de PDG. Le licencier. Le poids de ces mots me frappa comme un train à grande vitesse. Peu importe la colère de Richard, peu importe l'argent de l'entreprise qu'il transférait à sa maîtresse. Si je le choisissais, je pouvais lui retirer son titre de PDG dès demain matin. Mon père m'avait laissé l'arme ultime pour me protéger si jamais Richard se retournait contre moi. Papa. L'arrière de ma gorge me brûla et ma vision se troubla. Durant les 20 ans que j'avais passés à m'effacer pour maintenir la paix, mon père veillait sur moi depuis ce bureau antique, attendant le jour où je déciderais enfin de me lever et de me battre. Eleanor, il y a encore une chose que vous devez entendre. Marcus sortit un petit enregistreur audio numérique de sa poche avec une expression sombre. J'ai récupéré l'audio de la caméra embarquée de la voiture de fonction que Richard utilise. Cela date d'hier soir, alors qu'il se faisait conduire aux pentouses de Chloé. Ce sera peut-être difficile à écouter, mais vous devez savoir exactement à qui vous avez affaire. Je hochai la tête calmement. Plus rien ne pouvait me briser le cœur désormais. Marcus appuya sur lecture. À travers les grésillements, la voix géniarde et agaçante de Chloé remplit l'espace. Richard, quand est-ce que tu vas larguer cette vieille bique négligée? J'en ai marre d'être un secret. Je veux entrer au gala de l'entreprise en tant que véritable épouse du PDG. La réponse de Richard fut un ricanement d'une suffisance et d'une arrogance écœurante. Détends-toi, Chloé. C'est presque fini. J'ai bloqué sa carte familiale hier. En ce moment même, elle est probablement en train de pleurer toutes les larmes de son corps à l'hôpital parce qu'elle ne peut pas payer les factures médicales du gosse, attendant de ramper pour me supplier de lui faire grâce. Dis donc, tu pourrais au moins payer la facture d'hôpital. Tu es tellement méchant, Richard. Ce gamin défectueux ne me donne même pas l'impression d'être de ma propre chair. Dès qu'il sort de l'hôpital, je le jette dehors. Payer ses frais universitaires est une perte de capital. Il n'a qu'à contracter des prêts étudiants usuraires et se débrouiller pour survivre par lui-même. Au moment où j'entendis ces mots, mes mains se cramponnèrent au bord de la table si fort que mes articulations devinrent blanches. Eleanor est tout stupide pour gérer l'argent. Je vais donc invoquer son incapacité financière, la forcer à signer un décret de divorce sans pension alimentaire et la jeter à la rue. Nous vendrons cette immense maison de Winnetka et utiliserons l'argent pour notre nouvelle vie. C'est une femme au foyer sans cervelle. Une fois que je l'aurai larguée, elle sera obligée de scanner des articles dans un supermarché jusqu'à sa mort. L'enregistrement se coupa sur son rire méprisable. Je suis tellement désolé, Eleanor.
Je n'aurais pas dû vous faire écouter cela, dit Marcus en baissant la tête, honteux. Le front d'Harrison était profondément froncé dans un silence dégoûté, mais étonnamment, aucune larme ne coula de mes yeux. Ma tristesse avait totalement disparu. À sa place se trouvait une rage glaciale et ultra concentrée, assez acérée pour couper du verre. Merci, Marcus, dis-je d'une voix incroyablement stable. Cela a effacé la moindre hésitation que j'avais. Cet homme ne possède pas le droit d'être PDG, et il ne possède pas non plus le droit d'être père. Eleanor, la voix grave et puissante d'Harrison attira mon attention. Licencier Richard est facile, mais si nous nous contentons de le licencier, il n'admettra jamais ses torts et passera le reste de sa vie à vous harceler, vous et Tyler, pour se venger. Pour l'achever véritablement, nous devons le coincer avec des preuves absolues et incontestables de détournement de fonds. Nous devons sceller toutes les issues possibles. Des preuves absolues. Les irrégularités comptables de Marcus ne suffiraient peut-être pas. Richard pourrait prétendre qu'il s'agissait de dépenses professionnelles légitimes. Il nous fallait une preuve irréfutable contre laquelle il ne pourrait pas argumenter. Je sais exactement où elle se trouve, répondis-je instantanément. Le tiroir du bas du bureau de Richard est fermé à clé. Il y a des dossiers que je n'ai pas eu le temps de photographier. Je sais qu'il y a aussi une clé USB physique cachée tout au fond. Si sa vigilance est relâchée, je la trouverai. N'est-ce pas trop dangereux? C'est bon. Il est absolument convaincu que je suis complètement brisé et soumis en ce moment. Voyant la résolution terrifiante dans mes yeux, Harrison fit un petit signe de tête. Très bien. Marcus, rassemblez une piste d'audit impeccable de chaque centime envoyé à la fausse société de conseil de Chloé. De mon côté, je vais commencer à rédiger les plaintes pénales pour le vol d'héritage et les documents de divorce. Nous lancerons l'attaque dès que Tyler sera sorti de l'hôpital en toute sécurité. Je ne veux pas que mon fils soit pris entre deux feux. Une fois Tyler en sécurité, je finirai ce travail. Entendu. Restons en contact étroit. Ne prends pas de risques inutiles. Je m'inclinai profondément devant Harrison et Marcus et sortis du restaurant. Le vent glacial de Chicago me mordait les joues, mais un feu rugissant brûlait dans ma poitrine. En retournant à l'hôpital, j'ouvris mon téléphone. Un SMS venait d'arriver de Richard, je passe à la maison demain soir. J'ai laissé un document sur l'îlot de la cuisine. Signe-le et appose ton cachet d'ici mon arrivée. C'est ton dernier travail en tant qu'épouse. Un document. Je savais exactement ce que cela signifiait. Richard entamait la phase finale pour me jeter à la poubelle. Parfait. Je vais te donner exactement ce que tu veux. J'éteignis mon écran et pressai le pas vers l'hôpital. Mon mari était en train d'écrire son scénario idéal, prévoyant de me jeter comme un déchet pour vivre heureux avec sa maîtresse. Je n'allais pas m'effondrer avant d'avoir vu l'expression exacte de son visage au moment où il serait traîné de force en enfer. Dans le silence de mort de l'immense maison de Winnetka, une unique enveloppe blanche trônait au beau milieu de l'îlot central de la cuisine en marbre froid, me narguant. J'étais rentré précipitamment de l'hôpital et me tenais figé devant l'îlot, sans même avoir retiré mon manteau. L'enveloppe était vierge, mais je savais ce qu'elle contenait. Mes doigts glacés en sortirent les documents. C'était une demande de dissolution de mariage standard de l'Illinois ou des papiers de divorce. Richard avait déjà rempli ces sections de son écriture impeccable et fait certifier sa signature par un notaire. Y était joint un accord de règlement post-nuptial brutalement unilatéral. En lisant les clauses, je manquais de laisser échapper un rire sec et incrédule devant l'égoïsme pur de la chose. L'épouse renonce à tout droit à une pension alimentaire ou à un soutien financier. Tous les biens matrimoniaux, y compris la résidence principale et tous les comptes bancaires, restent la propriété exclusive de l'époux. L'épouse renonce entièrement au partage des biens. L'épouse conserve la garde physique et légale exclusive de l'enfant mineur Tyler. Cependant, l'époux ne sera tenu à aucune pension alimentaire, frais médicaux ou frais d'éducation futurs. L'épouse doit libérer la résidence principale avec tous ses effets personnels au plus tard à la date de sortie de l'hôpital de l'enfant mineur. Comment un être humain peut-il être aussi impitoyable? Mon murmure résonna dans la cuisine vide. Une femme qui avait marché à ses côtés pendant 20 ans était traitée non seulement avec une absence totale de gratitude, mais comme un déchet toxique dont il fallait se débarrasser sans lui laisser le moindre centime. De plus, il s'exonérait légalement de payer un seul centime pour nourrir ou éduquer son propre fils biologique. Et pourtant,
il utilisait les fonds de l'entreprise pour louer un appartement de luxe et organiser des fêtes grandioses pour sa maîtresse. Clic. La lourde porte d'entrée en chêne s'ouvrit. Des chaussures de ville en cuir lourd claquèrent sur le parquet du couloir et la porte de la cuisine fut poussée brusquement. Richard se tenait là, son costume sur mesure froissé, le visage rouge. Dès qu'il entra, l'odeur de bourbon de luxe mélangée au parfum écœurant de femme m'agressa le nez. Il avait manifestement bu avec Chloé Brentwood avant de rentrer. « Oh, tu es vraiment là !» Richard ne me regarda même pas dans les yeux, s'affalant lourdement sur un tabouret de bar et desserrant sa cravate de soie. « As-tu lu les papiers ?»« Je les ai lus. »« Es-tu vraiment sérieux à ce sujet ?» demandai-je calmement. Richard ricana, me fixant avec des yeux si froids qu'ils auraient pu geler l'eau. « Sérieux ? C'est exactement ce qui est écrit. J'ai atteint ma limite absolue avec une femme au foyer inutile et sans cervelle comme toi. Je suis un PDG qui mène une guerre tous les jours. La femme qui se tient à mes côtés doit être brillante, utile et capable d'apaiser mon stress. Tu n'as plus ta place dans mon monde. Brillante et capable. » Il croyait sincèrement que sa maîtresse, qui était actuellement en train de saigner l'entreprise, était une dirigeante de premier plan. « Et pour Tyler ?» demandai-je. « Il est encore au lycée. L'université va coûter une fortune. Tu refuses de verser un seul centime de pension alimentaire. » Richard claqua de la langue avec un agacement extrême. « Je t'ai déjà dit que je n'allais pas gaspiller du capital à investir dans un gamin faible et défectueux qui ne peut même pas être mon héritier convenable. C'est un lâche à cause de la façon dont tu l'as élevé. Quand il sortira de l'hôpital, il sera ton problème. Qu'il prenne des prêts étudiants. Tu n'as qu'à aller retourner des steaks pour le nourrir. L'argent de mon père a aidé à payer cette maison. Et tu me dis de renoncer à tout et de partir. » À mes mots, le visage de Richard s'enflamma d'une rage violente. Il frappa du poing sur le comptoir en marbre. « Encore à pleurnicher sur le passé. L'entreprise de ton père n'est devenue aussi grande que parce que j'en ai pris la direction. Si ce vieux fou était encore aux commandes, nous aurions fait faillite il y a des années. Tout ce que nous avons est bâti sur mon génie absolu et ma sueur. Je ne donnerai pas un seul centime à une parasite comme toi. » Richard se leva, me dominant de sa hauteur. « Écoute-moi bien. Ma mère en a assez de toi elle aussi. Elle m'a dit d'épouser rapidement une femme capable et respectable. Tu n'as plus un seul allié dans ce monde, Eleanor. Ferme ta bouche, signe les papiers, et va-t'en. » Béatrice soutenait le divorce. Richard lui avait probablement menti en prétendant que je ruinais la famille avec mes dépenses, insinuant qu'il avait une nouvelle femme brillante et riche qui l'attendait. Connaissant l'obsession de Béatrice pour le statut, elle l'aiderait volontiers à me jeter à la rue. Richard sortit un stylo plume Mont Blanc de la poche de sa veste et le jeta violemment sur le comptoir en marbre. Il produisit un bruit sec et métallique. « Tyler sort après-demain. Emballe tes affaires et disparais d'ici là. Je pars en voyage d'affaires demain pour ne pas avoir à regarder ta tête de misérable. Si je reviens et trouve ne serait-ce qu'une seule de tes affaires dans cette maison, je la brûle sur la pelouse. » Je ramassai lentement le lourd stylo plume sur le comptoir. Mes mains ne tremblaient pas. Aucune larme ne vint. En regardant cet homme arrogant et violemment narcissique, tout ce que je ressentais était une profonde pitié pour sa déchéance pathétique. « Je comprends. Je ferai exactement ce que tu dis, » dis-je d'une voix totalement dépourvue d'émotions humaines. Je tournai la page de signature du décret de divorce et signai mon nom avec fluidité. Je fis de même sur l'accord postnuptial. Tu aurais dû comprendre ta place et te soumettre dès le départ. Richard esquissa un sourire hideux et tordu de victoire totale. Il m'arracha les documents signés des mains. Il était absolument convaincu de m'avoir détruite et jetée dans l'abîme du désespoir. Commence à faire tes cartons. Je vais prendre une douche et me coucher. J'ai un vol matinal. Sur ce, Richard me tourna le dos et monta fièrement à l'étage vers la salle de bain principale. Bientôt, j'entendis le bruit puissant de la douche de luxe qui s'allumait. Debout seul dans la cuisine, je relâchai un long et silencieux soupir. Richard pensait qu'une fois ses documents déposés, il pourrait commencer sa nouvelle vie parfaite avec sa maîtresse. Mais ces documents ne seraient jamais déposés. Bien avant qu'il ne puisse les remettre à un juge, il allait perdre son entreprise, son statut social et sa vie entière. Je me tournai et regardai la veste de costume que Richard avait jetée négligemment sur le canapé.
La douche fonctionnait toujours. J'avais au moins 10 minutes. Marchant silencieusement vers la veste, je glissai ma main dans la poche intérieure. Mes doigts effleurèrent un métal froid et dur, c'était la clé argentée qu'il gardait sur lui en permanence, la clé du tiroir inférieur de son bureau. Harrison avait dit qu'il nous fallait une preuve absolue et incontestable de détournement de fonds pour l'achever. Quand je m'étais faufilé hier, je n'avais eu le temps de trouver que les relevés bancaires et le bail, mais je savais qu'il y avait une clé USB physique cachée tout au fond de ce tiroir verrouillé. En serrant fermement la clé argentée, je me dirigeai silencieusement dans le couloir vers le bureau interdit. Je glissai la clé dans la serrure et la tournai. Clic. Je tirai sur le lourd tiroir pour l'ouvrir. Là, caché tout au fond, se trouvait un épais classeur noir et une petite clé USB noire cryptée. Mon mari n'en avait aucune idée. Pendant qu'il se douchait, ivre de l'illusion de sa victoire absolue, j'étais en train de planter le dernier clou de son cercueil. Le bruit de la douche résonnait faiblement dans l'immense maison. Dans le bureau sombre, je retins mon souffle. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient d'une stabilité parfaite. Je sortis d'abord le classeur noir. À l'intérieur se trouvaient les documents d'enregistrement d'une société appelée Luminou Consulting ainsi que des piles de factures. Les factures concernaient des services vagues tels que conseil en stratégie de nouveaux projets et optimisation de l'interface web, facturant Sterling Tech Solutions des centaines de milliers de dollars chaque mois. Chaque facture portait le tampon d'approbation personnelle du PDG Richard. Je regardais le nom du PDG indiqué sur l'enregistrement de Luminou Consulting. J'eus presque envie de rire à haute voix. Directeur général, Chloé Brentwood. Marcus avait raison. Richard avait forcé sa maîtresse à créer une société écran et y transférait illégalement d'importants capitaux sous couvert de paiement de prestations fictives. Au dos du classeur, Richard avait tenu son propre registre manuscrit. C'était un compte rendu d'une précision terrifiante montrant comment il retirait l'argent de la société écran pour payer le loyer du Penthouse de Chloé, des vacances de luxe et des sacs de créateurs. Mais ce que je vis ensuite me glaça complètement le sang. Virement mensuel à maman, 3000 $. Le compte émetteur de ces virements était le compte secret que Richard avait créé en utilisant mon héritage volé. Béatrice, qui me rabaissait constamment en me traitant de parasite inutile qui gaspillait l'argent, acceptait secrètement une pension mensuelle de 3000 $ de Richard, le louant comme un fils de génie. Ignorant totalement ou ne se souciant pas que l'argent était volé directement sur le fonds fiduciaire de mon défunt père. Jusqu'où ces gens peuvent-ils insulter ma famille? Me mordant les lèvres si fort que je sentis le goût du sang, j'utilisai mon téléphone pour photographier chaque page. Puis je sortis mon ordinateur portable de mon sac, l'allumai et branchai la clé USB noire. À l'intérieur se trouvait un tableur Excel principal détaillant toute l'opération de détournement de fonds. Je lançai immédiatement une copie pour transférer les fichiers sur ma propre clé USB cryptée. La barre de progression avançait lentement sur l'écran. Juste à ce moment-là, le bruit de la douche à l'étage s'arrêta brusquement. Une sueur froide perla sur mon cou. Richard allait sortir d'une minute à l'autre. L'écran indiquait 10 secondes restantes. J'entendis la porte de la salle de bain s'ouvrir. Des pas lourds résonnèrent sur le parquet du couloir à l'étage. 5 secondes. 4. 3. Transfert terminé. Au moment où la notification s'afficha, j'arrachai la clé USB, refermai brutalement mon ordinateur, remis le classeur dans le tiroir, le verrouillai et retirai la clé argentée. Je courus silencieusement hors du bureau pour retourner dans le salon, glissant la clé argentée exactement à sa place dans la poche de sa veste. Quelques secondes plus tard, Richard descendit les escaliers en peignoir de bain, se séchant vigoureusement les cheveux avec une serviette. « Pourquoi es-tu encore debout? Je t'ai dit de commencer à faire tes cartons, » aboya-t-il. Je me tenais près du canapé, me tournant vers lui avec une expression totalement neutre. Oui, je cherchais juste par où commencer. Je pars pour mon voyage demain matin. À mon retour, je veux que toute trace de ton existence ait disparu de cette maison. Si tu laisses quoi que ce soit derrière toi, je te ferai regretter. Il attrapa une bouteille d'eau pétillante dans le réfrigérateur et disparut dans la chambre principale. Je relâchai un immense soupir tremblant. Le métal froid de la clé USB dans ma poche me promettait une victoire absolue et incontestable. Le lendemain matin, Richard fit rouler sa luxueuse valise Rimowa hors de la maison, partant pour son voyage d'affaires avec sa maîtresse. Bon vent. Ne te montre plus jamais devant moi.
Il ne se retourna même pas en marchant vers la voiture noire qui l'attendait. En fixant son dos, je ne ressentis absolument rien. Dès que la voiture de Richard disparut au bout de la rue, je passai à l'action. J'avais déjà tout coordonné avec Harrison et une entreprise de déménagement haut de gamme. Une flotte de camions arriva, et je vidai la maison de tous mes effets personnels, des affaires de Tyler et des meubles anciens que mon père m'avait donnés. Je laissai tout ce que Richard avait acheté entièrement intact. L'immense maison à moitié vide et résonnante symbolisait parfaitement notre mariage mort. Dans l'après-midi, je me rendis à l'hôpital pour chercher Tyler. Assis sur le bord de son lit d'hôpital, Tyler sourit avec un profond soulagement en me voyant. « Maman, merci d'être venue. Où est papa ? Papa est en voyage d'affaires. » Je m'assis à côté de lui et lui pris doucement les mains. « Tyler, écoute-moi. Ton père et moi ne allons plus vivre ensemble. » Les yeux de Tyler s'écarquillèrent de surprise pendant une fraction de seconde, mais au lieu de la peur ou de la tristesse, il fit simplement un petit signe de tête compréhensif. Oui, je m'en doutais. Il me serra les mains en retour. Maman, tu as tout enduré pendant des années juste pour moi, n'est-ce pas? L'autre soir, quand je me suis réveillé de douleur, tu me tenais la main, tu pleurais et tu me demandais pardon. Je t'ai entendu. Maman, j'ai toujours eu peur que papa me crie dessus, mais ce qui me faisait le plus peur, c'était de ne jamais te voir sourire à la maison. C'est bon. Recommençons à zéro, rien que tous les deux. Mon fils lycéen était tellement plus mûr que je ne l'avais imaginé. La culpabilité de lui avoir fait renoncer à l'amour de son père, mêlée à une immense gratitude pour sa gentillesse, fit enfin déborder mes larmes. Merci, Tyler. Merci infiniment. Après avoir installé Tyler dans notre magnifique nouvel appartement sécurisé en centre-ville, j'appelai Marcus. Marcus, j'ai tout. Quand je lui expliquai ce qui se trouvait sur la clé USB, Marcus inspira brusquement. Il est allé jusque-là. Eleanor, c'est parfait. Harrison vient d'appeler pour dire que tous les dossiers juridiques sont prêts à être déposés. Nous tenons Monsieur Vance et Chloé Brentwood complètement coincés. Alors, demain soir, confirmai-je doucement. Demain soir. Demain soir avait lieu le grand gala du 30e anniversaire de l'entreprise au Grand Aster Hotel. Normalement, en tant qu'épouse du PDG, j'étais censé être l'invité d'honneur, mais Richard m'avait ordonné de rester à la maison et de prétendre que j'étais malade, explicitement pour pouvoir y emmener Chloé Brentwood comme sa partenaire et brillante cadre. Richard croyait sincèrement m'avoir jeté à la rue, effacé ses crimes financiers et gagné le jeu de la vie. Il comptait sans doute les secondes avant de pouvoir monter sur cette scène et se baigner dans les applaudissements de centaines de notables. Marcus, je vous fais confiance pour demain soir. Oui, madame. Nous allons reprendre l'entreprise d'Arthur Sterling. Je raccrochai le téléphone et regardai par les immenses baies vitrées de notre nouvel appartement. La ligne d'horizon de Chicago était peinte de l'orange brûlant du coucher de soleil. À ce moment précis, dans un penthouse de luxe à quelques kilomètres de là, Richard et Chloé trinquaient au champagne. Ils n'avaient absolument aucune idée que demain soir, le glorieux château de sable qu'ils avaient construit serait pulvérisé par une simple feuille de papier. La grande salle de bal du Grand Aster Hotel était l'un des lieux les plus prestigieux de Chicago. Sous d'immenses lustres en cristal, des centaines d'invités, de cadres, d'hommes politiques et de riches investisseurs discutaient. Le tintement du cristal et les rires de l'élite remplissaient l'air. Ce soir marquait le gala du 30e anniversaire de Sterling Tech Solutions, l'empire que mon père avait bâti et que Richard avait usurpé. Félicitations, Richard. Grâce à votre direction brillante, l'action de l'entreprise s'envole. Oh, je vous en prie. C'est grâce à nos partenaires incroyables. Attendez de voir ce que je réserve pour la suite. Entouré d'une foule de sycophantes composée de membres du conseil d'administration et d'investisseurs, Richard était d'une humeur divine, sirotant du Dom Pérignon. Il rayonnait littéralement d'arrogance. Juste à côté de lui, vêtue d'une robe de soirée rouge sans moulante, se tenait Chloé Brentwood. Elle s'accrochait à son bras comme si elle était déjà la reine de l'Empire. « Chloé, vous êtes absolument magnifique ce soir », la flatta un investisseur d'âge mûr. Chloé rougit avec une fausse modestie et se pressa contre le bras de Richard. « Oh, merci. Richard a personnellement choisi cette robe pour moi afin de représenter l'entreprise. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir notre brillant PDG. » Autour du cou de Chloé pendait un collier de diamants éblouissants. Bien sûr,
la robe et les diamants avaient été achetés avec les fonds de l'entreprise siphonnés via la fausse société de conseil. Mais personne dans la salle ne le savait. Richard et Chloé se croyaient sincèrement au centre de l'univers. « Oh ma chère Chloé, tu es magnifique. » Béatrice Vance se fraya un chemin à travers une foule d'épouses de cadres, se précipitant vers Chloé pour lui attraper les mains avec une affection hypocrite. « Madame Vance, c'est un honneur de vous parler, » minauda Chloé. Béatrice hocha vigoureusement la tête. « Tu n'as pas idée du soulagement que tu représentes. » La femme qui se tenait à côté de Richard auparavant n'était qu'une bouseuse négligée et embarrassante, sans aucune grâce sociale. Richard m'a dit qu'il serait mortifié de l'emmener à un événement de cette envergure. À partir de maintenant, c'est toi qui dois te tenir à ses côtés. Chloé afficha un sourire triomphant et cruel. Laissez-le-moi, Madame Vance. En voyant sa mère et sa maîtresse s'entendre si parfaitement, Richard ressentit une vague écrasante de supériorité divine. Éléanore doit être en train de pleurer dans un motel miteux en ce moment, devant son compte bancaire vide, ricana-t-il intérieurement, se rappelant comment il m'avait jeté dehors. J'avais signé les papiers du divorce, 0 pension, 0 actif, 0 pension alimentaire pour l'enfant. Il attendait juste le bon moment pour les déposer au tribunal. Pour lui, son épouse agaçante et son fils défectueux n'étaient que des déchets humains définitivement rayés de sa vie glorieuse. « Monsieur Vance, c'est l'heure de votre discours d'ouverture », s'approcha un responsable de l'événement. Richard ajusta sa cravate de soie, bomba le torse et marcha vers la grande scène comme un empereur conquérant. Pendant ce temps, à seulement quelques kilomètres de là, dans notre nouvel appartement, je me tenais devant le miroir en pied de la chambre principale. Je ne portais pas les vêtements simples et pratiques que je mettais d'ordinaire pour aller au supermarché. Je portais un magnifique tailleur pantalon vintage bleu marine d'Armani, parfaitement ajusté. Mon père me l'avait acheté il y a 20 ans, en me disant de le porter le jour où j'entrerais enfin sur le champ de bataille de l'entreprise. Je ne l'avais pas porté depuis 2 décennies, mais il m'allait comme un gant, m'apportant une prestance digne qui me redressait naturellement la colonne vertébrale. Maman. Tyler passa la tête par la porte. Quand il me vit, ses yeux s'écarquillèrent de choc avant de fondre en un sourire chaleureux et incroyablement fier. Tu es incroyable. On dirait un vrai PDG. Je souris doucement. Merci. C'est grand-père qui me l'a acheté. Quand je le porte, j'ai l'impression qu'il me pousse vers l'avant. Le visage de Tyler devint sérieux et il s'approcha pour me prendre les 2 mains. Va les chercher, maman. Je t'attendrai ici. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Je prépare tes burgers préférés pour ce soir, alors garde de l'appétit. Puisant mon courage dans la chaleur de mon fils, je ramassai ma mallette en cuir. À l'intérieur se trouvaient les véritables actions nominatives prouvant que j'étais l'actionnaire majoritaire absolu, la résolution d'urgence rédigée par Harrison pour licencier le PDG, et la clé USB contenant les preuves indéniables de l'empire criminel de Richard. En montant à l'arrière d'une voiture noire, je regardais les néons de Chicago défiler à la fenêtre. Je ne ressentais aucune peur. Je ne ressentais aucune tristesse. Je ressentais seulement la résolution froide et absolue d'un exécuteur venant reprendre ce qui avait été volé à sa famille. Pendant 20 ans, je les avais laissés m'enchaîner au devoir d'épouse et à la préservation de la paix. Ils avaient confondu mon endurance avec de la faiblesse. Ils avaient volé l'héritage de mon père, tenté de détruire l'avenir de mon fils et essayé de me jeter comme un déchet. Je ne vous le pardonnerai jamais. Je reprends ma vie et l'entreprise de mon père ce soir. La voiture se gara devant l'entrée majestueuse du Grand Aster Hotel. Le voiturier ouvrit la portière en s'inclinant profondément. Je sortis dans l'air glacial de la nuit et franchis les portes vitrées. Le bruit sec et autoritaire de mes talons aiguilles noirs résonna sur le sol en marbre du hall. On aurait dit le tic-tac d'une bombe à retardement, décomptant les dernières secondes de la vie de Richard. À l'intérieur de la grande salle de bal, Richard tenait le micro sur scène, baignant dans la lumière aveuglante des projecteurs. Je vous remercie tous d'être venus ce soir. Si Sterling Tech Solutions a survécu pendant 30 ans, c'est grâce aux efforts incessants. La foule était plongée dans un silence de mort, suspendu à ses lèvres. Richard prévoyait d'utiliser ce moment précis pour annoncer publiquement la nomination de Chloé à la présidence d'une nouvelle filiale, une décision conçue pour lui donner un accès encore plus direct et incontrôlé aux liquidités de l'entreprise. Chloé attendait sur le côté, bombant le torse d'anticipation. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère, j'ai une annonce de taille concernant l'avenir de notre équipe de direction.
Richard éleva sa voix jusqu'à un crescendo. À ce moment précis, Marcus Thorne monta rapidement sur scène par le côté et chuchota quelque chose à l'oreille de Richard. Richard le fusilla du regard, furieux. « Ne m'interromps pas maintenant », siffla-t-il loin du micro. Mais Marcus ne scia pas. Avec une expression totalement impassible, il enfonça une feuille de papier directement contre la poitrine de Richard. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» Le sang reflua instantanément du visage de Richard. Sa voix dérailla, le micro diffusant sa panique à toute la salle. Un silence bizarre et inconfortable s'abattit sur les centaines d'invités. Richard fixait l'entête juridique en gras sur le document « Avis d'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires et révocation immédiate du directeur général ». « Marcus, tu as perdu la tête ? Tu crois que c'est une blague ?» rugit Richard, le visage virant au violet de rage alors qu'il s'apprêtait à froisser le papier. Au même instant, vlan. Les lourdes doubles portes en acajou au fond de la salle de bal furent ouvertes à la volée par la sécurité de l'hôtel. Les centaines d'invités se retournèrent à l'unisson. Je me tenais là, dans mon tailleur Armani bleu marine, dégageant une autorité glaciale. Juste à ma droite se tenait Harrison Caldwell, le légendaire avocat d'affaires qui imposait le respect à tous les cadres vétérans de l'Assemblée. Je gardais les yeux fixés sur la scène et commençais à avancer. Clic, clic, clic. Mes talons résonnaient comme des coups de feu dans la pièce plongée dans un silence de mort. Est-ce la fille d'Arthur Sterling ? Harrison Caldwell est avec elle ? Que se passe-t-il donc ? Des murmures éclatèrent parmi les anciens membres du conseil d'administration et les investisseurs qui me reconnaissaient de l'époque de mon père. La foule s'écarta naturellement comme la mer Rouge, ouvrant un chemin direct vers la Seine. Soudain, une silhouette rouge sang me barra la route. C'était Chloé Brentwood. « Excusez-moi. Avez-vous la moindre idée d'où vous êtes ?» cria Chloé, me toisant de haut en bas avec un mépris absolu. Richard m'a tout dit. Vous avez été jeté à la rue et vous avez signé les papiers du divorce. Vous êtes juste venu mendier de l'argent parce que vous êtes fauché. Vous n'êtes qu'une vieille bique pathétique et misérable. Sa voix stridente résonna douloureusement dans la salle de bal silencieuse. Juste derrière elle accourut Béatrice, courant presque dans sa robe coûteuse. Éléanore, qu'est-ce que cela signifie ? Hurla Béatrice, le visage tordu de rage, pointant un doigt tremblant vers moi. C'est la nuit de gloire de mon fils. Une parasite ignorante et gaspilleuse d'argent comme toi n'a aucun droit de mettre les pieds ici. Sécurité, jetez cette intruse immédiatement. L'atmosphère dans la salle se figea. Le fait que l'épouse du PDG ait été mise à la porte et poussée au divorce venait d'être diffusé devant des centaines de leaders économiques les plus influents de la ville. En temps normal, une femme se serait sentie humiliée, se cachant le visage et s'enfuyant en courant. Sur scène, Richard hurlait dans le micro, « Oui, la sécurité. Jetez cette folle hors de mon établissement. » Mais je ne m'arrêtai pas. Je ne sciais pas. Je ne rompis pas le contact visuel. La sécurité de l'hôtel ne bougea pas d'un cil. Harrison avait déjà informé la direction de l'hôtel et la police locale qu'une prise de contrôle légale de l'entreprise était en cours. Je jetai un regard froid à Chloé, puis fixai Béatrice droit dans les yeux. « Béatrice, je ne suis pas ici ce soir en tant qu'ex-épouse pathétique de Richard. » « De quoi parles-tu ? » Et Chloé, tu as raison. J'ai été mise à la porte. Ma carte de crédit familial a été bloquée et je me suis retrouvé incapable de payer l'opération d'urgence de mon propre fils. Je parlais d'une voix si calme et glaciale qu'elle résonna jusqu'au fond de la salle. Une vague de murmures horrifiés parcourut la foule. Il a bloqué sa carte alors que son fils était sur la table d'opération ? Je passai devant les deux femmes au visage décomposé et m'arrêtai juste devant la scène. Richard me fixait d'en haut, agrippant le micro comme une bouée de sauvetage, les yeux exorbités comme s'il voyait un fantôme. « Éléanore. Pourquoi es-tu là ? Je t'ai dit de faire tes bagages et de partir, » dit Richard, sa voix n'étant plus emplie de colère, mais tremblant d'une terreur primaire indéniable. La réalité parfaite qu'il pensait contrôler s'effondrait sous ses yeux. « Richard, j'ai bien reçu les papiers du divorce et l'accord postnuptial sans pension alimentaire que tu m'as forcé à signer. » Je plongeai la main dans ma mallette, en sortis le décret de divorce signé et l'accord brutal, et les brandis devant les centaines d'invités. Puis, lentement et délibérément, je les déchirai en 1000 morceaux, laissant les confettis tomber au sol. « Es-tu folle ?» hurla Richard.
La seule personne folle ici, c'est toi. Pendant que ton propre fils oscillait entre la vie et la mort dans une salle d'urgence, tu utilisais des fonds volés à l'entreprise pour louer une salle de bal pour l'anniversaire de ta maîtresse. Tu as même essayé de liquider le fonds universitaire de ton fils pour financer tout cela. Quel genre de monstros se prétendre père en faisant cela? La salle de bal explosa en un chaos total. PDG, administrateur et investisseur fixaient la scène avec une horreur absolue, regardant alternativement Richard et la femme en robe rouge. Tais-toi. Tu mens, rugit Richard. C'est juste une femme au foyer jalouse et hystérique qui essaie de me détruire. Sécurité. Sortez cette folle d'ici. Il hurla à s'en époumoner, mais personne ne bougea. Elle ne ment pas, la voix grave et puissante d'Harrison Caldwell coupa le chaos comme un coup de tonnerre. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour l'interruption de cette célébration. Je suis Harrison Caldwell, l'ancien conseiller juridique général de Sterling Tech Solutions. Je me tiens devant vous ce soir en tant que représentant légal de mademoiselle Eleanor Sterling. Dès qu'Harrison parla, les cadres vétérans eurent un hoquet de surprise. Monsieur Caldwell est de retour. Richard Vance, ordonna Harrison. Lis le document que Marcus vient de te tendre. Il s'agit d'un avis juridiquement contraignant de convocation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires par l'actionnaire majoritaire absolu pour te révoquer avec effet immédiat. Ne soyez pas ridicule. Richard jeta le micro au sol, courant vers le bord de la scène, les veines de son cou prêtes à éclater. C'est moi l'actionnaire majoritaire. C'est moi le PDG. Les procurations de vote d'Eleanor m'appartiennent. Non, elles ne t'appartiennent pas, coupai-je, ma voix abaissant la température de la pièce à un zéro absolu. Les actions que mon père a laissées derrière lui, représentant 60% des droits de vote absolus, appartiennent exclusivement à une fiducie à mon nom. Les signatures de procuration que tu as utilisées pour contrôler le conseil d'administration ces 10 dernières années ont été falsifiées en usurpant mon identité. Légalement, elles sont totalement nulles. Au moment où je prononçais ces mots, la dernière goutte de sang quitta le visage de Richard. Il devint d'un gris cendreux et maladif. Le trône qu'il pensait avoir bâti de son propre génie n'était qu'une illusion. En tant qu'actionnaire majoritaire absolu de Sterling Tech Solutions, je déclare officiellement devant cette assemblée, Richard Vance est révoqué de ses fonctions de directeur général, avec effet immédiat. Un silence de mort s'abattit sur l'immense salle de bal. On aurait pu entendre une mouche voler. Le dictateur absolu de l'entreprise venait d'être anéanti et réduit à l'état d'imposteur sans emploi devant des centaines de personnes. Eleanor, aucun tribunal ne validera cela. Richard recula en trébuchant, ses genoux se dérobant sous lui, et il s'effondra sur la scène. Béatrice et Chloé restaient figées, bouche bée, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Mais Richard ne comprenait toujours pas. Il ne réalisait pas que le licencié n'était que l'entrée. Je plongeai la main dans ma mallette et touchai le plastique froid de la clé USB noire. Quand j'exposerais l'étendue criminelle de ces détournements de fonds et du vol de mon héritage, quel genre de son allait-il émettre? Une femme au foyer sans cervelle comme toi n'a pas ce genre de pouvoir. C'est du bluff, hurla Richard, sa voix résonnant pathétiquement sous les lustres en cristal. Quelques minutes plus tôt, il baignait encore dans la gloire. À présent, son visage était tordu en une grimace laide et désespérée. Richard, relève-toi. Ne laisse pas cette vieille bique négligée te parler sur ce ton. Personne ne la croit, hurla Chloé, se frayant un chemin vers la scène, sa robe rouge traînant sur le sol. Béatrice, le visage rouge de colère, pointa son éventail vers moi, Eleanor, ça suffit. Tu fais juste un caprice parce que tu as été mise à la porte sans un sou. Tu essaies de voler l'entreprise de mon fils. Je vais appeler la police. C'est nous qui appelons le FBI, Béatrice, la voix puissante d'Harrison la fit taire instantanément. Béatrice recula physiquement, les épaules tremblantes, et ferma brusquement la bouche. Mesdames et messieurs, veuillez diriger votre attention vers l'écran, fit Harrison en faisant signe vers le fond de la salle. Marcus, assis dans la cabine de régie audiovisuelle, appuya énergiquement sur la touche entrée de son ordinateur portable. Instantanément, l'écran de projection géant derrière la scène s'alluma. Au lieu d'une rétrospective glorieuse de l'entreprise, l'écran afficha les documents d'enregistrement de Luminou Consulting à côté de dizaines de factures massives et hautement suspectes. Où avez-vous obtenu ces données? Les yeux de Richard s'écarquillèrent de panique alors qu'il reculait en rampant sur la scène.
Luminou Consulting a été créé il y a 6 mois, expliquai-je clairement, veillant à ce que ma voix atteigne chaque coin de la salle. Son objet social officiel est le conseil en stratégie web, mais elle n'a aucune activité réelle. Pourtant, au cours des 6 derniers mois, Richard Vance a illégalement transféré plus de 500 000 $ de capitaux de l'entreprise vers cette société écran chaque mois. Des murmures d'horreur et de colère éclatèrent parmi les investisseurs et les membres du conseil d'administration. Un demi-million par mois. Un membre vétéran du conseil d'administration monta précipitamment sur la scène. Richard, qu'est-ce que c'est que ça? Le conseil n'a jamais approuvé de prestataire sous ce nom. C'était un projet de développement hautement confidentiel, balbutia Richard, ruisselant de sueur. Je le coupai net, regardez le nom du PDG sur ce document d'enregistrement. L'écran fit un zoom sur le document. Imprimé clairement sous la mention directeur général figurait un nom que tout le monde dans la salle connaissait désormais, Chloé Brentwood. Richard Vance a forcé sa maîtresse à créer une société écran pour détourner des millions de dollars de vos fonds d'entreprise. Il s'agit de fraude électronique, de vol qualifié et d'un manquement catastrophique à l'obligation fiduciaire. Chloé, vous êtes la gérante? Les membres du conseil d'administration se tournèrent vers elle avec des regards meurtriers. Chloé devint blanche comme un linge, secouant la tête frénétiquement. Non, je ne sais rien. Richard m'a juste dit qu'il me donnerait une énorme allocation si je signais quelques papiers. Il m'a piégé. La partenaire brillante et dévouée qui se vantait de sa loyauté quelques minutes plus tôt jeta Richard sous un train pour se sauver en moins d'une seconde. Espèce de garce, rugit Richard, repoussant violemment la main de Chloé alors qu'elle tentait de s'accrocher à sa jambe de pantalon. Chloé tomba lourdement sur le sol, mais absolument personne ne lui tendit la main. Ce n'est pas tout. Je fis signe à Marcus, et l'écran changea rapidement, le contrat de bail du Penthouse de luxe de River North, les reçus pour les meubles italiens haut de gamme, les virements bancaires pour des vols de première classe vers Paris. Chacune de ces dépenses a été payée avec des capitaux détournés de l'entreprise. L'argent pour lequel nos employés ont travaillé dur, le capital que nos investisseurs nous ont confié, a servi de tirelire personnel pour que ces deux-là jouent au couple idéal. En tant qu'actionnaire majoritaire et en tant que fille d'Arthur Sterling, je veillerai à ce qu'il soit poursuivi avec la plus grande rigueur par la justice fédérale. Des clameurs d'indignation résonnèrent dans la salle. Nous exigeons un audit complet. Je retire mon investissement dès demain matin. Au milieu de ce chaos, seule Béatrice restait totalement hermétique à la réalité juridique, regardant autour d'elle avec une confusion paniquée. Attendez une minute. Richard est le PDG. Et alors s'il a utilisé un peu d'argent de l'entreprise? Pourquoi tout le monde l'attaque? Et toi Eleanor, tu as vécu sur l'argent de Richard toute ta vie, espèce d'hypocrite. Ces jappements profondément ignorants et arrogants mirent le feu aux dernières poudres dans mon cœur. Je pris une profonde inspiration et fixai Béatrice droit dans les yeux. Béatrice, parlons un peu d'où vient ton argent. L'écran changea à nouveau. Cette fois, il afficha les relevés du compte secret ouvert à mon nom. Voici un compte bancaire secret que Richard a ouvert en falsifiant ma signature. L'argent qui s'y trouvait était mon héritage privé, légalement protégé, laissé exclusivement par mon défunt père. Richard a tout volé. Et alors? Vous êtes mariés. Ce qui est à toi est à lui. Glapit Béatrice, tremblante. Je secouai la tête froidement. Le problème, c'est où cet argent est allé. Regardez l'historique des transactions. L'écran zooma sur la colonne des retraits. Chaque mois, un virement bancaire de 3 000 $ était envoyé. Le nom du destinataire s'afficha sur l'écran en lettres géantes, Béatrice Vance. Toute couleur quitta le visage de Béatrice. Béatrice, tu m'as constamment maltraité. Tu m'as traité de parasite, de vieille bique inutile qui gaspillait l'argent. Tu te vantais auprès de toutes tes amies du country club que ton fils de génie t'envoyait une généreuse pension de 3 000 $ chaque mois. Mais cette pension ne provenait pas du salaire de Richard. Je fis un pas lent et menaçant vers elle. Ces déjeuners de luxe que tu as faits, ces robes de créateur que tu as achetées, les cotisations de ton country club que tu as payées. Chaque centime a été volé directement sur l'héritage du père défunt de la femme que tu as traité comme un déchet. Un hoquet pathétique et brisé s'échappa des lèvres de Béatrice. Elle regarda frénétiquement l'écran géant puis le visage de Richard. Richard. Dis-moi qu'elle ment. Tu m'envoyais ton propre argent durement gagné. Ferme-la, maman.
Richard, en pleine panique, hurla sur sa propre mère. Tu me réclamais constamment plus d'argent pour aller faire tes croisières. Il n'y avait aucun moyen que mon seul salaire couvre tes dépenses ridicules. Qu'est-ce que ça peut faire si j'ai utilisé l'argent de son père décédé? C'était dans ma maison, donc ça m'appartient. Au moment où elle entendit ces mots, les fils qui soutenaient l'assurance de Béatrice furent coupés. Elle s'effondra à genoux sur le sol de la salle de bal. Son identité tout entière, celle de la fière mère d'un brillant PDG de l'élite, venait d'être pulvérisée. Le fait d'avoir vécu grâce à l'argent volé à la belle-fille qu'elle méprisait était une humiliation pire que la mort pour cette femme obsédée par le paraître. À présent, tout est exposé au grand jour, dis-je, ma voix résonnant dans le silence de mort. Richard, tu ne perds pas seulement ton titre de PDG. Fraude électronique, détournement de fonds, usurpation d'identité et vol qualifié, tu vas aller en prison fédérale. Et Chloé Brentwood, en tant que gérante de la société Écran, le FBI frappera à ta porte en tant que co-conspiratrice. Non. Je n'ai rien fait. Je voulais juste m'acheter de jolies choses, sanglota hystériquement Chloé, rampant vers la sortie, mais son chemin était bloqué par des membres du conseil d'administration furieux. Sur scène, Richard avait perdu l'usage de la parole. Ses yeux étaient totalement vides, fixant le néant. Son plan parfait, chasser sa femme, voler l'entreprise, vivre comme un roi avec sa maîtresse venait d'être violemment atomisé devant des centaines de personnes les plus influentes de la ville en l'espace de quelques minutes. S'il te plaît, Eleanor. Richard tendit une main tremblante vers moi depuis la scène. J'ai eu tort. Je vais rembourser l'argent. S'il te plaît, n'appelle pas la police. Nous avons été mariés pendant 20 ans. Tyler ne veut pas que son père aille en prison. Le voir tenter de manipuler mes sentiments familiaux pour sauver sa propre peau m'inspira un mépris profond et nauséeux. N'ose plus jamais prononcer le nom de mon fils avec ta bouche immonde, ma voix claqua comme un fouet. Les épaules de Richard sursautèrent violemment. Pendant que tu sabrais le champagne dans un hôtel avec ta maîtresse, j'étais assis seul dans un couloir d'hôpital glacial, suppliant Dieu de prendre ma vie à la place de celle de Tyler. Richard haleta, des larmes coulant sur son visage. Cette nuit-là, tu es mort pour moi, alors ne te prétends plus jamais être son père. Je lui assénai le coup de grâce. Richard laissa échapper un cri de désespoir absolu, frappant le sol de la scène de ses poings. Pas une seule personne dans la salle ne le regarda avec de la compassion. Les employés fidèles, les investisseurs, les administrateurs, tous le regardaient comme un nuisible. C'est fini. Je relâchai un soupir, saluai légèrement Harrison et me tournai pour partir. Il n'était pas nécessaire de regarder le reste de ce spectacle pathétique. Les avocats et les autorités s'occuperaient de la suite. Mais juste à ce moment-là, Marcus sortit en courant de la régie audiovisuelle, le visage blême, tenant une unique feuille de fax imprimée à la main. Il avait l'air terrifié, ses mains tremblaient violemment et il luttait pour respirer. « Marcus, qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je. Marcus me regarda, puis lança un regard noir à Richard qui rampait sur la scène. « Mademoiselle Sterling, je viens de recevoir un rapport d'urgence du chef de la comptabilité. » La voix de Marcus était un mélange de rage et de pitié, tremblant si fort que le microphone captait les vibrations, les diffusant dans la salle silencieuse. Richard leva les yeux, fixant Marcus avec des yeux suppliants. Mais les mots que Marcus s'apprêtait à lire allaient être la sentence de mort ultime, balayant la moindre miette d'espoir qu'il restait à Richard. « Je vais lire le rapport », annonça Marcus. À 15 heures aujourd'hui, le compte principal de Luminous Consulting a été entièrement vidé. Les fonds ont été transférés vers un portefeuille de crypto-monnaies offshore intraçable. Le solde du compte est à 0. De plus, Luminous Consulting a récemment contracté un emprunt de $2 millions auprès de notre banque principale pour étendre ses activités. Le département de détection des fraudes de la banque vient de bloquer le compte et exige le remboursement immédiat des $2 millions. $2 millions. Toute la salle retint son souffle. Richard se redressa comme s'il avait été électrocuté. Quoi? Qu'est-ce que c'est? 2 millions? Je n'ai jamais autorisé d'emprunt de 2 millions. Non, monsieur Vance, vous ne l'avez pas autorisé en tant que PDG, Marcus fixa son ancien patron avec un mépris de glace. Parce que vous vouliez le cacher au conseil d'administration. Vous avez contourné l'approbation de l'entreprise.
Vous avez signé cet emprunt de 2 millions de dollars en tant que garant personnel à titre individuel pour la société de Chloé Brentwood. La comptabilité a confirmé auprès de la banque, votre signature personnelle et votre numéro de sécurité sociale figurent sur les documents de garantie. La dernière nuance de couleur disparue de l'univers de Richard. Il n'avait pas seulement forcé sa maîtresse à ouvrir une société écran. Il avait engagé son propre crédit personnel pour emprunter secrètement une somme massive afin de faire paraître l'entreprise légitime, prévoyant de détourner lentement les fonds de la société d'origine pour rembourser. C'était un plan d'une bêtise et d'une arrogance terrifiante. Chloé, qu'est-ce que tu as fait de ces 2 millions? Tu m'as dit que tu achetais des serveurs et de nouveaux bureaux, hurla Richard comme un fou furieux, sautant de la scène pour secouer violemment Chloé par les épaules. Mais Chloé avait l'air tout aussi terrifiée. Elle était pâle comme la mort, tapotant frénétiquement l'écran de son téléphone encore et encore. Non, je ne les ai pas volés. Mon petit ami Chad, c'est un investisseur en crypto. Il m'a dit que si je transférais les 2 millions sur son portefeuille offshore, il les doublerait en un mois. Il a dit qu'on pourrait te larguer et s'installer à Dubaï ensemble. Alors j'ai transféré l'argent cet après-midi, mais son téléphone est coupé et il m'a bloqué sur Instagram. Au moment où elle passa aux aveux, toute la salle de bal plongea dans un état de stupéfaction totale. Richard se croyait le cerveau de l'opération, utilisant sa maîtresse comme un jouet. En réalité, Chloé avait un petit ami plus jeune, et il s'était joué de Richard de la tête aux pieds, vidant son crédit jusqu'à l'os et le laissant porter le chapeau. Tu m'as escroqué? J'ai signé une garantie personnelle de 2 millions de dollars pour toi. Lâche-moi, espèce de vieux dégoûtant. Je suis une victime moi aussi. Chad a ruiné ma vie. Alors que tous deux se livraient à une dispute pathétique et hystérique sur le sol, les invités d'élite les regardaient avec un dégoût absolu. La dignité de Richard en tant que PDG, sa fierté d'homme, tout avait disparu. Il n'était plus qu'un clown pitoyable. Silence. La voix tonitruante d'Harrison Caldwell brisa le chaos. Richard et Chloé levèrent les yeux avec effroi. Chloé Brentwood, même si vous avez été escroquée par votre petite amie, en tant que gérante de Luminou Consulting, c'est vous qui avez autorisé le transfert frauduleux. Vous êtes personnellement responsable de dommages civils massifs et de poursuites fédérales pour fraude électronique. Chloé hurla d'horreur et s'effondra sur le sol, pleurant toutes les larmes de son corps. Harrison tourna ensuite son regard perçant vers Richard, qui baignait dans une sueur froide. Richard, vous êtes le garant personnel de l'emprunt. Puisque la société écran est en faillite, cette dette de 2 millions de dollars est désormais votre dette personnelle. La banque va geler tous vos avoirs personnels et entamer les procédures de saisie sur vos propriétés dès demain matin. De plus, poursuivit Harrison sans pitié, à compter de ce soir, vous êtes licencié pour faute grave pour avoir infligé des dommages financiers massifs à cette entreprise. Vous perdez l'intégralité de vos indemnités de départ. Sterling Tech Solutions va également vous poursuivre personnellement pour la restitution de tous les fonds détournés. 0 indemnité, un procès pour détournement de fonds et une dette personnelle de 2 millions de dollars auprès d'une grande banque. Des larmes laides et désespérées coulèrent sur le visage de Richard. La veille, il se moquait de moi, me traitant de parasite inutile et me jetant de ma maison sans rien. Ce soir, il était en faillite, endetté à hauteur de plusieurs millions, déchu de tout statut social et attendait que le FBI vienne l'arrêter. Il se traîna vers moi, ses jambes se dérobant sous lui alors qu'il s'effondrait à genoux sur le marbre, pleurant de manière incontrôlable. Devant des centaines de personnes, l'ancien PDG arrogant s'effondra en sanglots pathétiques, tendant ses mains tremblantes vers moi en signe de désespoir absolu. Eleanor, je t'en supplie, s'il te plaît, sauve-moi. Vends juste quelques-unes de tes actions et rembourse la banque. J'ai eu tort. Je vais changer. Je serai un bon mari. Tyler. Tyler a besoin de son père. S'il te plaît. Je fis un pas en arrière, mettant de la distance entre ses mains tremblantes et moi. Richard, tes paroles auraient pu avoir de la valeur à mes yeux si tu les avais prononcées la nuit où Tyler luttait pour sa vie aux urgences, ma voix calme et glaciale s'abattit sur lui. Pendant que tu buvais du champagne avec elle, j'étais assise seule dans un couloir froid, en train de prier Dieu. Je ne me soucie pas de ce qui t'arrive. Je prononçai mon verdict final. Richard laissa échapper un hurlement de désespoir pur, frappant le sol de ses poings. Pas une seule personne ne lui offrit un regard de pitié. Réalisant que j'étais une impasse, Richard leva les yeux et vit Béatrice figée dans un coin de la pièce.
Maman. Richard rampa vers sa mère comme un animal désespéré. Maman, aide-moi. Tu as encore la propriété dans les hantons. Vends-la et rembourse ma dette. Je suis ton fils. Ne m'abandonne pas. Mais le geste que fit Béatrice ensuite glaça complètement le cœur de Richard. Béatrice le regarda comme s'il était un rat pestiféré. Elle écarta violemment sa robe coûteuse de ses mains et repoussa son bras d'un coup de pied. « Ne me touche pas » hurla Béatrice, sa voix brisée par la panique. « Es-tu devenu fou? Une dette de 2 millions de dollars? Vendre ma propriété? Pourquoi diable devrais-je payer pour tes erreurs dégoûtantes? Maman, c'est moi. Je suis ton fils de génie. Tu es fier de moi. Fier de toi. » Le visage de Béatrice était violet de rage. « Tu m'as nourri avec de l'argent que tu as volé au père décédé de ta femme. Tu t'es fait escroquer de 2 millions de dollars par une maîtresse bon marché. Tu n'es pas un PDG. Tu n'es qu'un vulgaire criminel. Tu as ruiné ma retraite. » Pour Béatrice, dont toute l'existence tournait autour du statut social, un fils criminel, ruiné et humilié n'était plus son garçon de génie. Il était une menace radioactive pour sa propre survie. « Tu es une honte. Je coupe tous les liens avec toi. » Maman, non. Richard fixa sa mère avec une incrédulité totale. Les personnes qu'il pensait être ses alliés ou sa maîtresse, sa mère ne l'aimait que lorsqu'il avait de l'argent. Une fois l'illusion du pouvoir dissipée, il était entièrement, absolument seul. Sécurité, veuillez escorter ces personnes à la sortie. Elles perturbent le gala. Dès que je donnai l'ordre calmement, une douzaine de vigiles de l'hôtel entourèrent Richard et Chloé. Lâchez-moi. Je suis le PDG. C'est mon entreprise. Richard se débattait et hurlait comme un dément, mais personne ne l'écoutait. Chloé fut traînée dehors, sanglotant hystériquement en répétant que ce n'était pas sa faute. Béatrice cacha son visage derrière son éventail et s'enfuit de la salle de bal, tentant d'échapper au regard réprobateur de ses pairs de l'élite. Une fois le calme revenu, un silence pesant s'installa sur la salle de bal. Je pris une profonde inspiration, montai les marches de la scène et pris le micro. Des centaines de regards étaient braqués sur moi. « Mesdames et messieurs » commençai-je d'une voix claire et assurée. Je m'excuse profondément de vous avoir fait assister à une scène aussi honteuse lors de ce qui devait être une soirée de célébration. Je m'inclinai profondément devant l'assemblée. J'entendis des murmures, « Ce n'est pas de votre faute, Éléanore. Il l'a mérité. » Il y a 30 ans, lorsque mon père a fondé cette entreprise, sa philosophie de base était le bonheur de ses employés et une intégrité absolue avec nos partenaires. Ces dernières années, ces valeurs ont été bafouées. En tant qu'actionnaire majoritaire, j'assume l'entière responsabilité d'avoir laissé cela se produire. Je suis sincèrement désolé. Je m'inclinai à nouveau. Je vis quelques membres vétérans du conseil s'essuyer les yeux avec un mouchoir. Demain matin, je convoquerai officiellement une assemblée extraordinaire du conseil d'administration pour nommer une nouvelle équipe de direction. Je souhaite proposer l'homme qui a passé sa vie entière à protéger cette entreprise et ses employés, Marcus Thorne, pour le poste de directeur général. La tête de Marcus se redressa sous le coup de la surprise. « Mademoiselle Sterling, je ne peux pas, Marcus, il n'y a personne d'autre. » Je lui adressai un sourire chaleureux. « Vous aimez cette entreprise et ses employés plus que quiconque. Harrison Caldwell reviendra en tant que conseiller juridique général pour vous soutenir. Mesdames et messieurs, je vous demande de continuer à soutenir la nouvelle entreprise Sterling Tech Solutions. » Au moment où je finis de parler, la salle de bal resta silencieuse pendant une seconde, puis elle éclata en une standing ovation assourdissante. « Félicitations, Marcus. Bon retour, Harrison. » Les membres du conseil, les investisseurs, les employés, tous souriaient et applaudissaient chaleureusement pour célébrer la renaissance de l'entreprise. En écoutant ces applaudissements, je reposai doucement le micro sur son support. Les chaînes lourdes et glacées qui entravaient mon cœur depuis 20 ans se brisèrent définitivement, tombant en poussière. Je n'avais plus à endurer. Je n'avais plus à feindre mes sourires. Je laissai la scène à Marcus et Harrison et m'éclipsai discrètement de la salle de bal. En sortant du hall de l'hôtel, la nuit était avancée. Alors que je me tenais sur le trottoir en attendant ma voiture, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un SMS de Tyler, « Maman, les burgers sont sur le grill. Rentre vite. »
Au moment où je lus cette courte phrase, les larmes que j'avais retenues toute la soirée coulèrent enfin sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes chaudes et indéniables de joie pure. En réalisant que ce qu'il y avait de plus important dans mon monde était en sécurité et m'attendait. Je suis en route. J. Essuyai mes larmes et levai les yeux vers le ciel nocturne de Chicago. À travers une trouée dans les nuages, une unique étoile brillante scintillait doucement. On aurait dit le sourire chaleureux et fier de mon père. 6 mois passèrent. Le brutal hiver de Chicago fondit pour laisser place à un printemps lumineux et doux, et le parfum du début de l'été commença à flotter sur la ville. En ouvrant les baies vitrées de notre appartement, une brise tiède balaya le salon. Sur l'îlot de la cuisine, 2 tasses de café fumant reposaient à côté de l'odeur du bacon croustillant. Salut maman. On fait des œufs brouillés aujourd'hui. Tyler sortit de sa chambre en uniforme de lycée, les cheveux en bataille à l'arrière de la tête. Au cours des 6 mois qui avaient suivi son opération, il avait grandi de 3 centimètres, son visage perdant ses rondeurs enfantines au profit d'une mâchoire confiante et mature. Il était en parfaite santé et s'épanouissait à l'école. Bonjour. Je prépare des omelettes au fromage aujourd'hui. Tes préférés. Installe-toi. Je souris en regardant Tyler s'installer joyeusement sur un tabouret de bar. Dans cette maison, il n'y avait plus de matinée rythmée par les cris de colère d'un homme. Il n'y avait plus cette tension étouffante, à marcher sur des œufs simplement pour passer la journée. Il n'y avait que de la paix. Tant de choses avaient changé depuis cette nuit d'il y a 6 mois. Dès le lendemain, le conseil d'administration nomma officiellement Marcus Thorne au poste de PDG. Sous la direction juridique impitoyable d'Harrison Caldwell, l'entreprise nettoya chaque aspect de la comptabilité toxique de Richard, restaurant des opérations saines et transparentes. Grâce à la gestion sincère de Marcus et au travail acharné des employés, la confiance que nous avions perdue auprès de nos investisseurs fut pleinement restaurée. Je restai l'actionnaire majoritaire, mais je me mis en retrait des opérations, laissant le tout entre les mains expertes de Marcus. Chaque fois que je lisais les rapports trimestriels exceptionnels qu'il m'envoyait, je ressentais une profonde chaleur en sachant que l'entreprise de mon père était enfin en sécurité. Pendant ce temps, Richard connut une fin absolument catastrophique. L'emprunt de $2 millions de la société Écran échut sur lui personnellement. Sterling Tech Solutions le poursuivit avec succès pour détournement de fonds, et la banque gela et saisit chaque actif qu'il possédait. Ma demande de divorce fut validée sans encombrer, puisque l'accord postnuptial fut annulé en raison d'une fraude caractérisée. J'exigeais légalement la vente de la propriété de Winnetka et récupérer ma moitié légitime ainsi qu'une somme forfaitaire massive ordonnée par le tribunal pour la pension alimentaire rétroactive de Tyler. Richard fut contraint de déclarer sa faillite personnelle. Le FBI perquisitionna ses comptes restants pour fraude électronique et vol qualifié. J'appris par des bruits de couloir qu'il avait accepté un accord de plaidé coupable pour éviter la prison fédérale et qu'il purgeait actuellement 5 ans de mise à l'épreuve. Vivant dans un studio insalubre et effectuant des travaux de chantier épuisants au jour le jour simplement pour s'acheter de quoi manger, Chloé Brentwood ne s'en sortit guère mieux. Le petit ami qui lui avait dérobé les $2 millions s'était volatilisé, la laissant complètement ruinée, poursuivie par l'entreprise pour son rôle dans la société Écran. Elle fut expulsée de son penthouse de luxe de River North et publiquement reniée par ses parents. Et Béatrice Vance, la femme dont toute la vie reposait sur une fierté arrogante, subit l'humiliation ultime lorsque les créanciers agressifs de Richard commencèrent à la harceler à son country club et à son domicile. Sa réputation sociale fut détruite du jour au lendemain. Elle fut contrainte de vendre sa magnifique propriété à perte pour échapper aux agents de recouvrement et vit désormais dans une petite chambre d'amis chez des parents éloignés dans un autre état. Eleanor, je suis tellement désolé. J'ai eu tort. S'il te plaît, envoie-moi juste un peu d'argent. Juste pour cette fois. Elle eut l'audace de m'appeler sur mon portable il y a quelques mois, en pleurant et en mendiant. Je lui répondis calmement, Béatrice, pourquoi m'appelles-tu? Je suis sûr que ton fils de génie, ce PDG de l'élite, prendra parfaitement soin de toi. Je raccrochai et bloquai son numéro. Ce fut mon adieu final aux personnes qui avaient torturé mon esprit pendant 2 décennies. Maman. Tyler prit une bouchée de son omelette au fromage et me regarda. Oh, excuse-moi, mon chéri. J'étais perdu dans mes pensées. Qu'est-ce que tu disais à propos de l'université? Je pense que je veux postuler au programme de commerce de Northwestern. Je sciai de surprise. Le commerce?
Mais tu parlais d'étudier l'ingénierie pas plus tard que le mois dernier. Tyler se gratta l'arrière de la tête, l'air un peu gêné. Mais il me regarda ensuite droit dans les yeux. Oui, mais l'oncle Marcus est venu me voir il y a quelques semaines. Il m'a raconté toute l'histoire. Il m'a raconté comment grand-père a bâti l'entreprise à partir de rien pour aider les gens, et comment tu as tout risqué pour la protéger et sauver les employés. Maman, un jour je veux bâtir une entreprise comme celle de grand-père, un endroit qui protège vraiment les gens. Au moment où j'entendis ces mots, ma gorge se serra et ma vision se troubla de larmes chaudes. Le garçon timide et terrifié qui fixait le sol pendant que son père lui hurlait qu'il était un parasite inutile et défectueux avait disparu à jamais. Il se tenait debout sur ses propres jambes, regardant fermement vers son propre avenir radieux. Tout ce pourquoi je me suis battu en valait la peine. Je sais que tu seras un PDG incroyable, Tyler. Je vais te soutenir à chaque étape de ton parcours. Je souris à travers mes larmes et Tyler hocha la tête joyeusement. J'y vais. D'une voix vive et pleine d'énergie, Tyler attrapa son sac à dos et franchit la porte d'entrée. Après l'avoir regardé partir, je m'approchai de la fenêtre et m'appuyai contre la vitre, contemplant le ciel bleu azur infini au-dessus de Chicago. Papa, j'ai enfin récupéré ma vie, murmurai-je dans mon cœur, et j'aurais juré sentir une brise tiède caresser ma joue, tout comme le rire doux de mon père. Mon nom est Eleanor Sterling. J'ai 48 ans. J'ai été autrefois méprisée comme une femme au foyer impuissante et ignorante, presque dépouillée de tout ce que j'aimais. But today, I don't have to read anyone's mood to survive. Debout dans la lumière chaleureuse de mon propre foyer, je pris une profonde inspiration. Aux côtés de mon fils, je marchais enfin sur mes propres jambes, avançant d'un pas ferme vers un magnifique avenir.